Hola tutti et bienvenue sur le podcast de Flirt with Your Mind. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, alors ce est la plus grande des bienvenues. Et si ce n'est pas la première fois et que tu es déjà familière avec le contenu, je t'en prie, installe-toi, mets-toi bien. Évidemment, tu es toujours la bienvenue, mais tu as déjà au moins tes bases. Alors aujourd'hui, on va discuter du harcèlement scolaire suite à une question qui m'a été posée par une maman qui s'inquiète pour son enfant. Et alors, je me suis dit, on va faire une réponse via un podcast, une réponse à sa question qui pourrait alors non seulement aider cette maman, mais en plus aider toutes les personnes, tous les parents, les enfants, les ados, les adultes qui traversent une phase de harcèlement. Certes, on parle du harcèlement scolaire, mais ici, avec notre invité spécial, une invitée mystère, on va aller aborder des sujets qui dépassent le harcèlement scolaire, mais elle commence en tout cas dans ce contexte-là. Et je tiens d'ailleurs à rappeler à toi qui m'écoutes que tu peux à tout moment m'envoyer une question. Donc je mettrai dans la barre de description un moyen de me contacter. En tout cas de me contacter pour une question que tu te poses, une question, un doute ou n'importe quoi où tu aimerais avoir une réponse. Si ça correspond au format podcast, ça pourrait atterrir en format podcast et vidéo. Mais en tout cas, je suis là pour te répondre et proposer des idées à tes questions. Et en revenons donc à ce podcast. Alors je disais qu'on avait une invitée spéciale, une invitée mystère. Elle reste mystérieuse et c'est pour ça que vous la verrez avec moi comme si on discutait en fait face à face dans un salon, littéralement le cas de le dire, dans un salon. Et elle va nous faire non seulement part de son vécu, mais aussi nous partager ses pensées, son recul en tant que personne concernée par le harcèlement. Et elle va nous faire part de l'impact sur sa vie, de l'impact dans ses rapports sociaux, dans la société. Et sur ces mots, je vais vous présenter Anaï. Bonsoir Anaï. Bonsoir Nord. Je suis ravie que tu aies enfin concrétisé ta présence dans un podcast. Parce qu'évidemment, pour le petit contexte, on a essayé d'organiser, en tout cas de faire un podcast à deux depuis de très très belles lurettes. Alors peu importe les continents, peu importe les thématiques, oui, nous allons faire un podcast, d'accord. L'envie était là. Et puis quand j'ai dit harcèlement scolaire, elle était là, moi, je veux bien participer, je veux bien partager mon expérience. Et je trouve en effet qu'écouter le vécu d'Anaï ici aurait plus qu'à servir, vraiment. Enfin, je la connais de très près, euh, de toute mon existence, je dirais même. Et je l'ai suivie dans son parcours de vie, dans son évolution. Donc, vraiment, je trouve que son témoignage est plus que pertinent et nourrissant, si je puis me permettre. Voilà, après toute cette négociation, te voilà en face de moi et je t'en remercie. Le plaisir est partagé, c'est bien parce que c'est toi. Et je te remercie aussi de nouveau pour ça. Oui, on passe notre temps à se remercier, c'est tellement Gratifiant. chaleureux. Exactement. Et donc, pour te présenter, Anaï, tu as 30 ans. Oui, 30 ans, bientôt 31. Ouais. Alors, quel est ton parcours scolaire, pour commencer? Alors, mon parcours scolaire, au début, il est classique, comme tous les enfants, primaire, secondaire. Et puis, un parcours professionnel out of the box, parce que j'ai décidé, à cause du harcèlement que j'avais vécu toute ma scolarité, j'ai toujours aimé l'école, mais je n'ai jamais aimé vivre l'école. J'étais une élève studieuse, mais le vécu à l'école pour moi était insupportable. Donc, arrivée à la fin de secondaire, la dernière année a été la goutte de trop et j'ai décidé de quitter le système scolaire pour terminer en jury ma dernière année. Et puis par la suite, comme je n'avais pas envie de revivre, je projetais pas, mais j'avais une peur de l'université. J'ai décidé de faire des écoles privées dans des buts bien précis. Donc, l'année après la fin de secondaire, j'ai fait une année sabbatique dans le but de rassembler des fonds parce que les écoles privées avaient un certain coût, ont toujours un certain coût, pour pouvoir accéder à l'enseignement que je voulais. Et justement, pour ne pas être confrontée à la réalité, d'être dans une sorte de bulle. Et ça a continué pendant 10 ans. J'ai fait
degree after degree en anglais. J'ai eu une éducation académique anglophone qui m'a ouvert les yeux sur le monde et justement qui m'a un peu protégée de la réalité à cause du harcèlement. Donc voilà. Ça fait un parcours riche parce que finalement, donc, comme tu l'as dit, tu as fait la secondaire, enfin jusqu'à la secondaire, où tu as quitté la structure classique scolaire. Où Pour tu moi, as fait c'était enchaîner. invivable. Je ne dis pas que tous les jours je vivais Mhm. une situation difficile, mais c'était une énergie qui était pesante. À l'école, tu n'as pas le choix de fréquenter qui tu dois fréquenter. On est une grande institution et on doit accepter les autres. Et à l'époque, c'était pas facile de parler du harcèlement. Mhm. On projetait toujours, enfin, c'est pas qu'on projetait, mais on reprochait toujours à la victime du harcèlement d'être la cause et qu'il fallait prendre sur soi. Parce que c'est toujours comme ça, c'est ça qui va forger. Et je voulais plus prendre sur moi. Parce que j'avais pris sur moi toute ma vie, de la maternelle jusqu'au Mais c'est ça que tu secondaire. disais. Mais aussi, il faut mettre en lumière d'être aussi une personne sensible à l'école. Mhm. C'est difficile. On pourrait aborder Ouais. d'ailleurs juste après la question de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité. Tout le monde ne là-dedans. vit pas de la même façon, hein, mais quand justement déjà, ça fait partie de notre caractère, on souffre de l'hypersensibilité, que c'est déjà un effort d'être face aux autres et on prend ça sur nous parce que c'est un combat interne de s'exprimer, de Mhm. fréquenter les autres, de ne pas avoir les mêmes comportements parce que quand on est hypersensible, il y a une sorte de maturité émotionnelle qu'on a. Maturité et immaturité, c'est très contraire, mais on est les deux. Parce qu'on réagit de certaines façons et c'est dû à une immaturité émotionnelle, et puis on réagit d'une autre façon dû à la maturité émotionnelle. Donc, non, je perds le fil. C'est pas grave, mais Oui, tu me remettras ça va parce que tu sais que revenir. parfois je perds le fil Oui, de mes mais en pensées. toute tranquillité, parce que Mm. ce podcast aussi, il a vraiment pour but de partager à cœur vif toutes les pensées qui viennent spontanément à ce propos. Et pour retracer, on va dire, sur un ordre chronologique, ça commence déjà à la maternelle. Ah oui, j'ai un souvenir où j'avais 3 ans. Mais ça a commencé par le prof. Une petite anecdote. J'avais 3 ans et pour la première fois de ma vie, j'étais passée à côté d'une école. J'ai toujours été curieuse et j'entendais, c'était une maternelle, une crèche maternelle. Et j'entendais des enfants jouer et crier. Et j'ai demandé à ma maman, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, c'est une école pour les petits-enfants. Et je lui ai dit, mais moi aussi, je veux aller à l'école. Et le lendemain, j'étais à l'école. Et je me rappelle, donc, j'ai toujours été très coquette. C'est ma maman qui a projeté ça sur moi, mais toujours très coquette. Et je me rappelle que je portais une mini-jupe. Petite fille, j'ai 2-3 ans. Et je me rappelle que la prof me pinçait les cuisses en me disant que c'est très court. Et déjà, mon rapport à l'école Elle a commencé violemment. a en été fait. cassé parce que Ouais. je me rappelle que je disais à ma maman, je ne veux plus de mini. Bah, c'est décent, c'est une petite fille. Je ne veux plus, je veux une séparation entre les deux. Je veux un pantalon. Et ma mère, un jour, m'a demandé, mais pourquoi tu veux un pantalon? Je lui ai dit, parce que la prof me pince les cuisses. Et ça a commencé dans la violence. Et... Mais comme j'ai toujours eu de ressources en moi, donc life goes on. Mhm, ouais. Donc la vie a pris son cours. Mais j'ai toujours vécu des situations très difficiles. Mais il faut dire que je les ai vécues difficilement à l'école, mais aussi dans ma tête. Ouais. Parce que bah, le vécu que j'ai eu familial a fait que j'étais déjà plus sensible. Il fallait me prendre avec des gants de velours depuis toujours. Et ça, j'avais conscience, mais les autres n'avaient pas conscience autour de moi. Donc, mon hypersensibilité et hypersusceptibilité m'a rendu la vie scolaire difficile. Déjà ça. Puis il y a eu le harcèlement. Et puis certains profs qui commettaient des abus. Ouais. Mais pour placer le contexte, Voilà. on n'est pas dans une éducation européenne classique. J'ai eu les deux, une éducation africaine dans un enseignement privé et une éducation européenne. Mais je dis aussi, parce qu'en Belgique aussi, les profs commettent des abus, mais c'est plus psychologique et c'est par la parole. Mhm. Mais oui, donc voilà. Et puis, Il y a eu des débordements, on va dire. Malgré le fait qu'on soit dans des écoles privées ou quoi, on n'était pas protégés à ce moment-là Non, parce que... des dérives. Des dérives Il faut aussi remettre dans le contexte que quand on était jeune, le prof était sacré. mhm. Plus maintenant, tu vois, donc c'est effrayant. Quand on voit en 2023, le prof a peur de l'élève, mais quand j'étais petite,
Et comme même toi, le prof était sacré. C'est sur 25 ans, hein. Oui, moi, c'est sur C'est- 31 ans. Non, mais je veux dire 25 ans. Ça a changé. Oui, voilà, parce que Mm. bon, justement, tu rentres pas, tu viens au monde et tu es déjà à l'école, c'est environ 25 ans entre justement cette ère sacrée et encore, oui, 25, 20 ans. Après, ça a vraiment commencé à changer où les enfants étaient même dans la vulgarité, puis ça devenait l'inverse. Oui. C'est En la force. secondaire, déjà. Et puis en secondaire, parce que bon, même en primaire déjà, Sixième on primaire, ça ressent, commence déjà la rébellion, les enfants qui veulent s'affirmer. Et c'est à cause des parents. Les parents n'ont pas joué un rôle aussi présent et important qu'ils devaient jouer dans la vie de leur enfant. Et c'est ça qui a créé des victimes et des prédateurs, on va dire, parce que c'est quand même des critères de prédateurs qu'un enfant décide de traumatiser un autre enfant et que les parents ne prennent pas en charge l'enfant en question et que l'élève qui est, lui, victime de cette violence psychologique, parfois c'est aussi physique, parce que les enfants n'ont aucune retenue, Ah ouais. et que les profs n'aient pas la force de s'opposer à ça, et que la direction, c'est souvent la direction qui empêche les parents Ouais. de la victime de réagir, et ne confronte pas les parents du bully, comment on peut dire Du ça harceleur? Du harceleur, voilà. Le harceleur a plus de pouvoir que la victime. En tout cas, c'était comme ça. Oh, mais c'est pas grave, il a un peu plus de caractère, mais c'est pas du caractère. Ça en dit long sur une personne et sur le mal-être de la personne. Parce qu'il n'y aura jamais, tu ne trouveras jamais un harceleur qui est heureux. Ça devrait déjà être un élément déclencheur, révélateur sur la vie privée de cet enfant. Ouais, ouais. Et ce qu'on décide toujours, c'est d'étudier la victime qui, elle, n'a rien demandé. On va l'envoyer chez le psy, on va devoir expliquer, on va devoir lui apprendre à supporter le harceleur. Ouais. On ne Maintenant, va ça pas commence à faire changer. une thérapie celui qui décide d'harceler. On va faire une thérapie à celui qui est harcelé, qui lui n'a rien demandé. Et qui subit. Et qui subit, et qu'on lui donne des outils pour supporter. Pas répliquer, pour supporter. C'est là où il y a toute la C'est finesse incroyable. de la réflexion. Maintenant, ça a beaucoup changé, même dans la recherche. On n'est plus centré que strictement sur le harcelé, parce qu'on comprend que si on se focalise que sur le harcelé, on garde le système tel qu'il est. Dieu merci pas, qu'on est en 2023 et ça a bien évolué. Mais à Mhm. l'époque, à mon époque, en tant qu'élève, petite fille, il n'y avait pas les mêmes dérives et il n'y avait pas les suicides. Un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans n'allait pas se suicider. Là, maintenant, malheureusement, il y a des enfants qui sont très jeunes, moins de 5 ans, 4 ans, qui se suicident parce qu'ils sont harcelés. Donc, voilà. Si j'ai répondu un petit peu à ta question. Et donc, j'allais juste justement rebondir sur le fait que maintenant, en effet, dans la recherche, ils ne se focalisent plus sur le harcelé, mais aussi sur le harceleur de manière générale. Parce qu'en fait, quand on se focalise que sur le harcelé, on nourrit le système tel qu'il est. On n'est pas réactif de la même manière. C'est juste qu'on va attendre le signal du harcelé, Qui n'en peut plus. Oui. C'est ça. Alors plus les armes, les outils pour affronter la personne. Mais c'est toujours important, évidemment, de travailler du côté du harcelé. Ça, c'est inévitable. Je veux dire, et c'est justement des éléments qu'on va mettre ici en avant dans cette conversation pour cette maman qui m'a contactée, tout comme les autres parents qui se retrouvent dépourvus, ou les ados, ou même les adultes, hein, de nouveau. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que pour un enfant que d'avoir son enfant qui est harcelé, parce que évidemment, on veut aller protéger son enfant, mais il y a le système qui nous empêche de protéger notre enfant. On ne peut pas remettre coup par coup, insulte par insulte. Il faut avoir de la hauteur, mais en même temps, on a envie de protéger son enfant et c'est difficile. Et surtout qu'on se retrouve face à des gens, écoles, académiques, qui ne répondent pas aux demandes des parents qui sont dans l'urgence, qui sont en train de tirer la sonnette, qui sont en train de tirer la sonnette, l'alarme, et que la direction ne réagit pas. Tu avais d'ailleurs une petite anecdote? J'en ai quelques-unes, mais laquelle? Pour commencer, celle dans les rangs. Alors, ça a commencé... je me rappelle d'une anecdote. Quand j'étais petite, et les enfants des années 90 vont comprendre ce que je dis, on collectionnait les Diddle. Ouais. Tu sais, les petites feuilles parfumées avec les petites souris.
Et il y avait des pages collector. Et donc, c'était du troc qu'on faisait à l'école. Donc, on avait nos belles fardes avec les chemises transparentes. On collectionnait les Diddle. Il fallait avoir... Et chaque feuille valait d'autres feuilles. Donc, pour agrandir et étoffer sa collection, entre filles, même parfois certains garçons achetaient ça, mais entre filles, on s'échangeait. Donc, cette feuille vaut 5 feuilles. Mais il y avait aussi une règle à suivre. Et je me rappelle qu'il y avait une fille, dont tu connais le nom, qui m'avait toujours... m'a harcelé toute ma scolarité primaire, en fait. Et elle voulait que je lui donne des Diddle, gratuitement. Je lui ai dit non. Pour la première fois, je lui avais dit non. Elle m'a dit, si tu vas me donner... Enfin, vraiment, elle n'a pas supporté que je lui dise non. Je lui ai dit, non, tu n'es pas gentil avec moi, je ne te donne pas. Alors, le lendemain, c'était mon anniversaire. Mon papa m'avait offert un très beau cartable, qui était d'une certaine valeur déjà à l'époque, les cartables Kipling. Et le jour même, donc je viens... Oui, tu rigoles, c'est drôle. Donc, le jour même, où je suis venue avec mon joli cartable Kipling, pendant la récréation, on est tous en train de jouer, je rentre en classe et mon cartable est coupé. Tu dois te dire qu'une fille de 10 ans a pris des ciseaux et a coupé un cartable qui est dur. Il faut vraiment avoir énormément de volonté et de force. Elle l'a coupé. J'étais tellement triste et toute la classe savait qui c'était. Toute la classe, parce qu'elle l'a été le dire après. Mais pour moi, c'était violent. Il n'y a jamais eu de... Ah, si, mais la prof, elle l'a punie. Évidemment, quand on est petit, on a ça. Mais la directrice avait empêché ma mère parce que cette fille, justement, était dans une famille où on n'était pas très heureuse, une famille très, très nombreuse. Et le père était policier. Et la directrice avait peur que son père réagisse en punissant sa fille. Et donc, elle a empêché ma mère. Ce n'était pas la première fois. Enfin, déjà, c'était par la violence verbale, de vous dire out of the blue qui est la fille la plus moche de la classe. Déjà, tu sais, c'est déjà traumatisant. Et puis, elle va dire les pires insultes ou parler de sujets qui sont très désagréables, de sexualité, par exemple. Moi, en 4e année primaire, je n'avais jamais entendu parler de sexualité. Elle m'a confrontée avec ce sujet. Pour moi, c'était déjà super violent. Et je lui disais, je préfère ne pas écouter. Et elle continuait. Enfin, ça a commencé à la première année où j'étais avec elle en classe. Je crois qu'elle n'arrivait pas à trouver sa place avec les filles qu'elle voulait fréquenter dans notre classe. Et puis elle m'a pris comme bouc émissaire. Mm-hmm. Ça a duré jusqu'à ce qu'on ait changé de classe. Ça a Dieu merci, en secondaire. On n'était plus ensemble en 2e secondaire. C'est long. C'était long. C'est vraiment long. Tous les jours. On passe plus de temps avec les élèves de l'école. Ils sont un peu une famille, hein, mais... Oui, ça devient vraiment une famille. En fait, c'est difficile. Tu subis la présence de certains, parce que même dans la famille, tu ne choisis pas tout le monde, accessoirement. Et puis, tu évolues quand même avec ces gens-là, donc tu évolues avec leurs défauts, leurs qualités. Et... Tu subis parce que finalement, tu ne peux rien faire, à part te plaindre chez la prof. Je n'avais pas l'habitude de me plaindre. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé quand, en 3e primaire, ici en tout cas en Belgique, c'était par les garçons. Les garçons étaient très violents, je trouvais. Et un garçon voulait jouer avec moi, je ne voulais pas. Il m'a pris par la gorge, il m'a soulevée. Il m'a soulevée, il m'a étouffée. En pleine à la cour, à mon choix, au milieu de la cour. Parce que je ne voulais pas jouer. Et je me rappelle qu'il était tellement grand, il était massif. Je ne me rappelle plus de son nom, mais l'ironie du sort, 10 ans ou 15 ans plus tard, il m'a draguée sans savoir que c'était moi. Enfin, vrai, ça, c'est toujours une petite ironie. Mais il m'a porté, il m'a étouffée, il ne voulait pas lâcher. Et la prof, il lui disait, lâche-la. Ah, c'était le premier épisode traumatisant à l'école. C'était violent. Le deuxième, c'était par son ami. C'est toujours l'injustice, hein, c'est le mauvais hasard, vraiment. Être au mauvais endroit, au mauvais moment. Encore à la cour, toujours dans la même école. Et on faisait la file, tu sais, en rang. Dans les rangs, oui. Dans les rangs. Et un garçon avait tapé la tête d'un autre garçon. Maintenant, je me souviens de leur nom. Et le garçon, quand il s'est retourné, l'autre qui a tapé la tête de l'autre s'est caché. Et puis il dit, j'ai eu le malheur il m'a fait une balayette, je suis tombée par terre. Tu sais, un coup dans les jambes où je suis tombée. Mm-hmm. Là, il a été renvoyé 3 jours.
Waouh. en primaire. Et la prof, elle les a renvoyés les deux, d'ailleurs. Celui qui a menti. Définitivement 3 ou... jours. 3 jours. Il n'avait pas le droit, c'était une violence inouïe. Encore après, l'agressivité de certaines filles était plus violente par la parole, mais Mhm. Ça, c'est vrai, les filles, elles sont beaucoup c'est par la plus parole, violentes c'est vraiment psychologiquement. vicieux et très jeune. Ouais. Donc, on va t'attaquer forme de harcèlement, parce que ça me vient, hein. On était en classe verte. Mhm. Tu sais, quand tu vas prendre ta douche, les enfants se déshabillent comme ça entièrement. Et moi, je n'avais pas envie entièrement. Je voulais garder ma culotte. J'ai 8 ans, je n'ai pas envie d'être nue complètement devant les autres élèves. Et je me rappelle qu'il y avait une qui m'a forcé à enlever ma culotte pour rentrer dans la douche. Et moi, je voulais juste me doucher. Tu sais, on n'a pas de forme quand on est petite. Donc, Ouais. comme si j'avais un petit maillot, tu sais. Mhm. Elle m'a forcé à enlever Une adulte ou une enfant? une petite fille. Et je l'ai enlevée et j'étais je me sentais la plus mal. Je n'avais jamais eu ça de ma vie. Déjà parce que j'ai toujours eu un rapport qui est difficile avec ma beauté. Déjà, Le tu rapport connais, au parce qu'on m'a corps, coupé ouais. les cheveux courts. Quand j'étais Mhm. petite fille, ça a cassé ma féminité. Déjà à 2-3 ans. Mais c'est un souvenir que j'avais oublié, enfin que je l'avais rangé. Et c'était aussi traumatisant. C'était du harcèlement. Mhm. Et je me rappelle que je me suis sentie tellement mal en me disant pourquoi je l'ai fait. Je savais que je ne voulais pas le faire. Mhm. C'est anodin. Mais pour moi, c'était violent. Non, c'est super violent. Mais en fait, il se passe Et en tellement de plus, on te choses comme regarde ça. comme une adulte. Une petite fille qui a 8 ans, qui te force à enlever ton sous-vêtement et qui te regarde comme une femme, C'est qui fou, hein. t'analyse. C'est fou. C'est vrai que les filles, de manière générale, elles sont beaucoup plus dans une violence un peu plus, entre guillemets, passive. Passive, Mais, agressive, c'est mais la d'une chose la plus pire. agressivité aussi inouïe, hein, psychologiquement parlant, alors que les garçons ont tendance à plus être dans une Dans les forme... coups, dans l'action, et puis Dans ça la passe. physique, exactement. Ah, et puis ça a toujours été... Mais en fait, c'est pas que j'attirais ces soucis, c'est que j'ai toujours été dans la réserve. Mhm. J'ai toujours été réservée. Quand je suis rentrée dans cette école, tu as fait la même école que moi, je me rappelle pendant 3 mois, j'ai supplié ma mère de rester avec moi chaque récréation. 3 mois. J'arrivais pas. Pour moi, c'était difficile d'aller vers l'autre. Comme j'ai toujours été très timide, plus maintenant, mais j'ai été dans mon enfance très timide, pas que j'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en moi. J'avais pas les armes pour affronter les autres parce qu'on m'a pas élevé à me battre. Et ça a été problématique parce qu'on m'a pas donné les armes. Mhm. Et j'ai dû me faire mes propres armes, coup après coup. Et ça a joué un rôle majeur parce que, par exemple, différence avec ma sœur, elle était leader née. Je ne dis pas que je ne suis pas une leader maintenant, mais je ne l'étais pas directement parce que j'avais besoin de douceur. J'avais besoin de gentillesse. Moi, j'ai toujours été touchée par la gentillesse. Dès qu'on était un peu violent vers moi ou un peu brusque, comme j'étais sensible et hyper susceptible, parce que je voulais toujours faire bien les choses, eh bien, pour moi, ça a été difficile à ce niveau-là. Donc, et d'aller vers les gens, parce que le jugement, j'ai toujours eu peur du regard de l'autre, Ouais. déjà très petite. Et voilà, je me sentais peut-être un peu moins que les autres, alors qu'il n'y avait pas de raison. J'avais tout ce qu'il faut, mais j'avais pas confiance. Et je me dis, oui, j'avais pas confiance en moi. Et je culpabilisais de ne pas avoir confiance en moi. Et j'avais envie, mais j'avais peur du rejet. Ce que j'ai vécu dans ma petite enfance, c'est la peur du rejet. Ouais. Il y a aussi, j'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on partage une anecdote où ta maman est intervenue. Alors, c'était la même année où le garçon... Moi, je crois que c'était la même année. Ouais, je parle dans les années 2000. Hein. C'est 2000. Il y a 23 alors, ans. à 2000, tout juste. Ouais. Donc, notre école était divisée sur 2 sites. 3 même. Mhm. Primaire. Dans la même rue, on avait 3 écoles du même site. Je dis le Secondaire? nom ou pas? Non, Non, c'est pas la peine. Primaire, secondaire, et puis il y avait l'autre division de primaire. Après 16h, ou 15h30, les parents qui ne venaient pas chercher directement leur enfant. En fait, on avait un système d'aide aux devoirs que les parents payaient. Oui, c'est ça. Et donc, c'était très bien. Mhm. Donc, après l'école, les parents venaient chercher leurs enfants. Et ceux qui étaient inscrits à l'école des devoirs devaient monter à l'autre site des primaires. Okay. Voilà. Donc, ce que je faisais ça, l'école des devoirs. Et sur le chemin,
ma mère est venue. Donc, elle a vu que notre rang montait vers l'école. Et un garçon qui m'a insultée. Et je lui ai dit, mais tu n'es pas gentil, pourquoi tu m'insultes? Il m'a giflé. Et ma mère a vu ça. Elle est partie directement chez lui. Elle l'a affronté. Il bégayait, le pauvre, il tremblait. Et la prof a essayé de limiter ma mère, qui a vu sa propre fille se faire gifler injustement, avec les larmes, c'est même pas avec les larmes, et la marque sur le visage. Et donc elle lui a dit, avec les moyens qu'elle pouvait, d'une mère, si tu refais encore ça à ma fille, je te referai la même chose. Je ne crois pas que tu vas apprécier. Et tu ne lui parles pas, tu ne la touches pas, tu ne la regardes pas. Oui, madame. Et la prof, bon, elle avait vu ce qui s'était passé. Elle avait voulu limiter. En fait, les profs ne supportent pas qu'un parent affronte un autre enfant. Donc, ils limitent les dégâts. Mais ils ne limitent pas les dégâts que la personne qui a été violentée, les dégâts qu'elle a subis. Donc, oui, ma mère a été vraiment une louve. Plus qu'une louve, elle a été une lionne, chaque fois. Mais qu'est-ce qu'elle a vécu, la pauvre? Parce que je rentrais toujours en pleurant. Et même s'il n'y avait pas de violence physique, en racontant ma journée, à cause du harcèlement scolaire, j'ai perdu confiance en moi. Je n'avais pas confiance en moi. Donc j'avais beau fake it until you make it. Parce que ça, j'ai toujours pris sur moi, en fait. Parce que ma fierté m'aidait à garder la face. Et je rentrais, je me rappelle, je prenais ma douche, ma mère me faisait mon bain. Je pleurais tous les jours. Ma mère me faisait ma douche et moi, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je lui dis, je ne vais jamais y arriver. C'est difficile. Pourquoi ils sont méchants avec moi? Je n'ai rien fait. Pourquoi autant? Je me posais des questions. Il y a une qualité qu'on a et on n'a pas le choix. On se remet toujours en question. Ouais. Ouais. On se remet toujours en question. La victime se remet toujours en question. Et ma mère était démunie parce qu'elle dit, mais ma fille, tu es belle. Pour moi, tu es belle. Je lui disais, mais non, c'est parce que tu es ma maman. Elle me dit, non, tu es très belle. Tu es une belle personne. Au-delà du fait physiquement, tu es une gentille personne. Tu ne dois pas les laisser. Et si tu en as marre, tu réponds coup par coup. Je suis désolée. Pour l'autre, mais tu réponds coup par coup. Ou bien tu te plains directement. Mais moi, je ne voulais pas. Donc, c'était les larmes. Toutes les larmes de mon corps. Et c'est ce qui m'a aidée. Parce qu'il faut dire aussi positif, parce que c'est l'imaginaire. Je lisais beaucoup, j'adorais la littérature. Depuis très jeune, j'arrivais à me plonger dans un univers qui me faisait du bien, en quittant la réalité. Je ne dis pas que tous les jours c'était du harcèlement, il y a des jours qui étaient bien, hein. J'avais aussi des chouettes moments. Mais je n'avais vraiment pas supporté ma scolarité. En fait, il y a aussi un élément qui est important, c'est la maturité. J'étais, quand on dit, une vieille âme. Je me suis jamais sentie bien dans le système scolaire parce que déjà, à l'époque, je pensais que je n'appartenais pas à ce système scolaire. Mais comment l'exprimer qu'on n'appartient pas à ce système scolaire déjà, alors qu'on t'oblige à rentrer dans un système scolaire? De un, et puis de deux, on n'a pas forcément les mots, les pensées. Je me disais vivement que ça soit fini, vivement que je grandisse, et ce qui m'aidait. Parce qu'il faut aussi parler des outils qui m'ont aidée, mon imaginaire. Et je me disais, l'année prochaine, ça ira mieux. Ouais. Je me parlais. Je me réconfortais. En fait, l'année prochaine, tu faisais une forme d'hypnose à toi-même. Je me disais, l'année prochaine, ça sera mieux. L'année prochaine, tu seras plus forte. Cette situation ne va pas se reproduire jusqu'à ce que ça soit arrêté. Je me disais, un jour, ils vont le regretter, je ne vais pas répondre par la violence. Un jour, ils verront qu'ils ont eu tort de faire ça. Ouais. Et puis, le temps a coulé. Et toutes les personnes qui m'ont maltraitée à l'école, elles ont réalisé qu'elles avaient tort. Elles n'ont pas, en plus, certaines personnes, pas celle qui a joué un rôle majeur dans ma scolarité en primaire, début de secondaire, n'a pas réalisé l'impact qu'elle a eu sur ma vie. Parce que ça a été traumatisant. Ouais. Vraiment traumatisant. C'est en fait, j'ai comparé l'école à une jungle. On peut vraiment comparer ça. Vraiment à une jungle. Et puis, les enfants, c'est aussi encore plus violent maintenant. Mais à l'époque, les enfants, c'était des adultes. Quand je voyais les filles, c'était des femmes. Je voyais les garçons, c'était des hommes. Maintenant, on peut dire, c'est des enfants. Mais à l'époque, physiquement, on était différents de cette génération. Ma mère s'est toujours mis un point d'honneur à vraiment préserver notre innocence. Elle disait toujours, c'est pas parce que les autres mamans laissent leurs enfants
ne suivent pas leurs enfants, laissent leur fille s'habiller de cette façon, que moi, je vais laisser ma propre fille se mettre en danger. Je ne veux pas que ma fille soit sexualisée ou un fantasme à 12-13 ans. Parce que ma mère a toujours dit qu'il y a des prédateurs partout. Mhm. Donc, C'est vraiment un discours. même au sein de l'enseignement. Ouais. Donc, elle a toujours privilégié le naturel. Cool, une fille de mon âge. Elle me disait plus tard, tu auras tout le temps de t'habiller comme tu veux. Tu auras le choix. Mais je suis responsable de toi et je veux t'éviter des tracas. Donc, je lui en suis reconnaissante. Vraiment. Quand tu es jeune, tu vois pas ça de cet œil. Tu te dis, ah, je suis privée, pourquoi je peux pas être comme les autres? Parce que tu as cette pression d'être comme les autres filles. Mais finalement, elle m'a vraiment bien... Elle nous a protégés à sa façon. Bah, ta maman aussi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, La fraîcheur, garder cette fraîcheur. c'était vraiment les garde-fous. Oui, Nos vraiment mères fou. ont vraiment été les garde-fous de tout ce qui se passait. Et en effet, c'est vrai, quand on est dedans, on le vit un peu comme une injustice. On se dit, ah, j'ai pas les mêmes habits, parce qu'il y a un effet social qui est vraiment intense. Oui. Si tu n'as pas les mêmes habits que les autres, tu es en dehors du groupe, donc tu es rejeté du groupe, tu es dans la peur. Et en fait, c'est des mécanismes qui, d'un point de vue vraiment hyper élémentaire, renvoient à la peur de vivre ou de mourir, en gros. Ouais, vraiment, Le rejet. le rejet, c'est être en dehors, et donc être en dehors du groupe, c'est se retrouver seul, c'est mourir. Enfin, je veux vraiment faire, c'est un vrai résumé très très simple, très raccourci, mais l'idée est là, de ce qui se joue vraiment dans l'inconscient, dans les profondeurs, c'est la peur de mourir, de se retrouver seul. Et en fait, j'avais envie de rebondir sur un élément que tu as partagé pour mettre en lumière, du coup, alors pour aider notamment les parents, parce que dans ce que tu me témoignes, de tout ce que ta maman a su ou a vu, elle est intervenue. Et Dès qu'elle pouvait. dès qu'elle pouvait, elle intervenait. Certes, l'école mettait des freins. Maintenant, ça a barrières. changé. Maintenant, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup moins de freins qu'on peut retrouver dans la littérature scientifique ou autre. Enfin, il y a vraiment des choses qui se mettent en place et dont les écoles elles-mêmes mettent en place. Mais le fait est que voilà, ta maman, à chaque fois qu'elle pouvait, elle agissait. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en lumière ici en tant que parent pour aider son enfant. Par exemple, voilà, toi, c'était le moment de la douche quand tu étais vraiment petite. Elle voyait vraiment la souffrance. Et qu'elle voyait les larmes ou le fait que tu racontais ta journée. Donc même si c'est pas quelque chose d'ultra naturel chez certains parents d'écouter la journée de leurs enfants, pourquoi pas en fait instaurer cette habitude de comment ça va aujourd'hui, comment s'est passée ta journée, ou même commencer tu par t'es sentie? raconter sa propre journée et dire et toi elle était comment ta journée, pour pas que ce soit ultra focus, parce qu'aussi il y a certains enfants qui sont tellement qui sont tellement en fait qui ont Braqués. peur, voilà, braqués, qui ont peur d'être exposés, qui vont pas oser parler si on le dit raconte ta journée. Là, on va un peu défier. Mais si on commence par parler sur soi, mettre la lumière sur soi, leur dire voilà, moi ma journée, elle s'est passée comme ça, c'était fatigant, j'ai eu tic et tchac, ou raconter une déception, raconter quelque chose qui s'est mal passé, et puis montrer en fait qu'on s'en sort mieux, ça ouvre la porte, ça peut ouvrir la porte et dire est-ce que pour toi c'est aussi comme ça, est-ce que tu as des difficultés et en fait c'est une ouverture pour pouvoir permettre aux parents d'entrer dans le monde de l'enfant sans Instaurer sans une brusquer. communication entre l'enfant et le parent, que ce soit naturel et pas les censurer. Exactement, ça c'est le point le plus élémentaire. Vraiment élémentaire, c'est la communication, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Après, c'est clair qu'on ne va pas aborder ça dans un magasin pendant qu'on fait du shopping. Idéalement, c'est mieux quand on est rien qu'à 2 ou à 3, ou en tout cas avec les intéressés, dans un contexte, dans la chambre, en train de faire à manger, en train de faire un atelier, quelque chose qui soit de l'ordre de l'intime, du personnel, et surtout quelque chose qui donne le sentiment d'être enveloppé et pas être Dans un exposé. safe space aussi, Exactement. que l'enfant se sente en sécurité à s'exprimer, à se livrer, et pas de se sentir jugé aussi, et pas le blâmer. Exactement. Parce que certains parents prennent ça très personnellement. Évidemment, il n'est pas plus personnel que son enfant. Mais de se dire, mais pourquoi tu n'as pas réagi comme ça? Mais enfin, tu sais, vraiment mettre la pression sur l'enfant, de réagir de certaines façons. Mais enfin, à la maison, tu n'es pas comme ça. Pourquoi tu es comme ça dehors? Ouais. Sauf qu'il y a l'enfant à la maison et l'enfant dehors. Et en fait, là, c'est vraiment parfait parce que tu soulignes le point numéro 2, qui est l'écoute. L'écoute Et la critique. active.
critique, mais ça c'est un peu plus loin, mais vraiment tu soulignes le point de l'écoute Oui, active. bienveillante. Qui est, voilà, Une écoute pas de bienveillante. juger. Laisser l'enfant parler en haut, en bas, en Même si c'est des travers. conneries, au moins il Exactement. s'exprime. Exactement. Ne pas avoir ce sentiment... Parce que ce qu'il y a comme... dans cette âme de parent, c'est dès que l'enfant commence à raconter quelque chose, on se met dans cette posture du moralisateur, du juge, La morale. d'être celui qui va tout de suite conseiller, alors que Il veut parfois, juste l'écoute. c'est juste de l'écoute. C'est du soutien. Exactement. C'est de se dire, j'ai quelqu'un chez qui je peux me plaindre. En fait, c'est un rôle dur, le rôle de parent, parce qu'il doit mordre sur sa C'est un chic. rôle ingrat. C'est un rôle ultra ingrat. Et aussi, parce que là je pense, c'est basé sur l'émotionnel. Parfois il y a des faits, mais c'est pas factuel. Parfois certains enfants peuvent raconter ce qu'eux ils ont ressenti. Mhm. Et ils ne doivent pas se sentir jugés sur ce qu'ils ont ressenti, parce qu'ils l'ont ressenti, donc c'est légitime. Exactement. De On ne doit pas normaliser ce qu'ils retirer ressentent. ça d'eux. Exactement. Par exemple, un enfant qui raconte comment il se sent, je comprends je comprends que tu puisses ressentir ça. Voilà, même si on n'est pas d'accord. Voilà. Et un enfant qui s'exprime est un enfant heureux. Un enfant qui ne s'exprime pas, qui est dans le mutisme, c'est un enfant qui est pas bien. Exactement. C'est vraiment rassurer sans jugement et de rassurer aussi. En fait, c'est pas juste rassurer, c'est voyez ce que vous pouvez faire. Donc, par exemple, ta maman, elle a vu ce qu'elle pouvait faire, c'était agir. Et pas passer forcément tout de suite par un adulte. Elle est allée directement chez l'enfant, elle a remis l'enfant à sa place, etc. Oui. Bon, maintenant, au niveau du secondaire, là, ça change parce qu'il n'y a plus de rapport direct, il y a plus de distance qui se fait. Puis il n'y a pas le respect de l'adulte non plus. Exactement. Ce que je voulais dire aussi, il est essentiel pour les parents de mettre en valeur leurs enfants. Parce que je parle de mon hypersensibilité, mais c'est parce que je ne me suis pas sentie mise en valeur dans ma petite enfance. Tu comprends? Donc, pour un enfant, c'est très important. Le manque de confiance vient de là. Parce qu'on n'a pas été mis en valeur. On ne met pas en lumière nos qualités. Pas dans certains cas. C'est le manque de mise en valeur et d'encouragement et de dire à son enfant, tu es magnifique. Mais pas forcément parce que tu as une jolie robe, hein, mais tu es une personne magnifique, tu as tant à apporter au monde. Et que ce soit en fait répété et pas tous juste les jours, ponctuel. ça doit être répété jusqu'à ce que ça soit ancré. Oui. C'est pas des conneries. Si tu entends bien, tous les enfants, tous les adultes qui sont hypersensibles, c'est parce qu'ils n'ont pas été, c'est pas qu'ils n'ont pas été aimés, c'est qu'ils n'ont pas reçu de la façon dont ils avaient besoin l'amour, l'attention, l'écoute. Oui. On n'a pas été très attentifs d'une certaine manière. Puis ça rejoint le troisième point. La mise en valeur est très importante. Tu es une fille forte, tu es intelligente, tu es créative. Enfin, des choses qui... Ce que tu dis là rejoint totalement l'idée de renforcer les compétences sociales, émotionnelles de l'enfant envers lui-même et envers les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme tu dis, c'est de mettre en valeur l'enfant, mais aussi c'est apprendre l'enfant à se valoriser lui-même. Bien parce sûr. que il aura les armes pour se regarder en face. Exactement. Et puis aussi parce qu'à un moment donné, le parent n'est pas toujours là. L'enfant, à un moment donné, il se construit, il vit sa vie, donc il faut qu'il ait construit de bonnes bases, de bonnes fondations. Et de reconstruire encore et encore, et de continuer comme ça en avançant. Il n'y a pas de démolition interne, et c'est assez stable. Donc vraiment, par exemple, je dis par exemple, c'est pour reprendre le cas de cette maman qui me contacte à propos de son enfant, comment aborder, voilà. Ici, c'est... tu es d'accord, hein, en tant que personne qui l'a vécu, c'est de te dire, voilà, j'aimerais un cadre avec qui pouvoir parler de ça. Donc, en tant que parent, on va créer ce cadre. Ce cadre, ça peut être à la maison, ça peut être chez un thérapeute aussi, parce qu'on peut totalement faire des conversations en famille, de dire une mère qui vient consulter, ça m'est déjà arrivé d'avoir une mère qui vient consulter avec sa fille pour sa fille, mais que sa mère reste. Et qu'une mère vienne consulter pour sa fille sans sa fille. Aussi. Pour savoir comment approcher son enfant. Exactement. Ou les deux en même temps. Et après, la mère était partie, donc on est resté juste avec son enfant et moi. Et donc, voilà, il y a des configurations totalement possibles, mais tout ce qu'il faut retenir, là, c'est le cadre, le safe space. Mais j'étais en thérapie toute mon enfance. Toutes les semaines. J'étais en thérapie pour travailler sur ça. Et donc ça n'a pas changé le contexte, mais j'étais aussi en thérapie et ça m'a permis de parler un petit peu.
me donner un petit peu confiance, mais c'était très minime. Donc, pour te dire qu'il y avait aussi un cadre. Comme je n'arrivais pas à m'exprimer, j'étais en thérapie. Ouais. Évidemment aussi, après, ça peut marcher. C'est pas que ça peut marcher. Aller en thérapie est toujours utile parce que, bon, après, il faut vraiment matcher avec la personne qui écoute. Mhm. Les gens croient que... Ça arrive qu'on croit que quand on va chez le psychologue, on va... et puis c'est celui chez qui on va, avec lequel c'est bon. Mhm. Non. Là, il s'agit de quelqu'un qui est notre miroir, donc il faut trouver le bon miroir. Mhm. Si on a une maison toute petite, on va pas mettre un petit miroir tout rond, on va mettre un miroir qui met en avant l'espace, etc., etc. Et c'est comme ça aussi avec le psychologue. Et pour les parents psy, ne faites pas de thérapie à vos enfants parce que ça n'est pas possible. Les parents qui mettent en thérapie leurs enfants avec des gens qu'ils connaissent. Ouais, non, mais il faut toujours une distance. Il faut justement... Ou parfois, un des parents est psy et fait la thérapie à son enfant. Non, ouais. C'est inimaginable. Ça, c'est maladroit. Ça peut être maladroit. Mais tu vois, c'est aussi une forme... C'est violent quelque part parce que tu dois te délivrer face à quelqu'un qui te connaît très bien, mais qui ne connaît pas cette facette. Et tu dois livrer tes pensées. Mhm. Parfois des pensées intimes. Je ne parle pas de sexualité, mais tes pensées les plus profondes. Et tu te dis que cette personne a encore plus d'informations sur toi. Oui, c'est ça. Tu n'as plus rien, tu n'as pas d'espace pour toi. Tu n'as pas ton jardin secret. C'est le principe même du thérapeute, il représente la neutralité. Et cette neutralité, c'est pas une personne en face de soi qui est juste sans envie, qui regarde en disant ah, oh. Et donc, non, la neutralité, c'est comme si j'étais... j'étais... Une inconnue. C'est pas, oui, une inconnue de un, mais une page blanche. Oui. Une page blanche sur laquelle, toi, en tant que patiente, tu vas dessiner, et c'est une page blanche qui te parle. Ou c'est comme si tu étais assise en face d'un miroir, et que c'était le miroir qui spontanément te répond comme dans... C'était quel film? C'était Blanche-Neige? Avec la sorcière? Non, pas Blanche-Neige. Blanche-Neige. Si? Les 7 nains. Non, oui, non, mais avec la sorcière qui est dans le miroir et qui dit... Oui. Miroir. Blanche-Neige. Okay. Oui, c'est Blanche-Neige. Eh bien, c'est dans la même idée de se dire, en fait, sauf que je ne suis pas une mauvaise sorcière. Je suis plutôt une sorcière qui va Tu n'es pas une sorcière. Qu'est-ce qu'on... Une petite lumière. Fée. Oui, on peut transformer ça en fée. Parce que sorcière, c'est péjoratif. Oui, puis il y avait cette idée d'avoir des formules magiques pour que les choses aient des solutions et des réponses. Enfin bon, l'idée là, c'est qu'on ait un peu ce miroir et pour éclairer aussi le chemin. Donc, offrir le cadre, rassurer sans jugement, donner la place à la parole et surtout écouter activement. Ne pas être dans une écoute qui juge, ne pas être dans une écoute qui coupe la parole. Si l'enfant a envie de parler d'une demi-heure de ses sentiments, c'est dommage. Vous avez peut-être prévu de faire du pain perdu, je ne sais pas. Mais soit de vous proposer... Vaut mieux dehors que dedans. Voilà. Proposer à côté de faire du pain perdu en... On peut faire du pain perdu en parlant. Voilà. En utilisant les larmes comme celle. Il n'y a pas de problème. Mais il faut prêter l'oreille à l'enfant et surtout être dans un cadre rassurant. Donc, il y a des solutions. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est comme tu le dis, on protège tellement les harceleurs que les harcelés se retrouvent démunis. Ils peuvent aller très loin. Il y a des harcelés qui vont jusqu'à la tentative de suicide parce que c'est leur seul moyen. Moi, dans la même école... De se libérer. Je me souviendrai toujours de cette journée. Tu as connu un moment de bully? Moi, j'ai connu personnellement un moment de harcèlement. Tu peux nous raconter comment tu as... Mais je vais d'abord raconter ce dont, entre guillemets, j'ai été témoin. Mais j'ai été témoin par après. Enfin, j'ai juste vu l'ambulance venir et embarquer le jeune qui a essayé, en fait, apparemment, de mettre fin à ses jours à l'école parce que il était mal dans sa peau. Ultra mal. Je ne sais pas s'il vivait le harcèlement au sens vraiment comme on le connaît ou si, comme toi, tu me l'avais d'ailleurs dit, avec l'hypersensibilité, l'hypersusceptibilité, on peut vivre certaines interactions comme du harcèlement. Tellement elles sont dures. De la violence. Voilà. Et donc, c'était une situation de laquelle j'ai été témoin et qui m'avait marquée. Mais après, je ne sais pas s'il y a une évolution dans cette histoire, mais
voilà, quand on est désespéré, on peut aller jusqu'à des actes assez radicaux et en plus dans des lieux qui peuvent être extrêmement symboliques. Et puis du coup, je vais rebondir en te partageant mon vécu. J'ai envie même de dire que c'était avec des personnes avec lesquelles il y avait eu déjà des conflits fin de la 6e primaire. Et en fait, Ça a continué vers le secondaire. Et ça a continué vers le secondaire. Et ça a pété en secondaire. Et après, chacun a pris son espace en restant dans la même école. Et ça a duré sur... Là, en tout cas, en primaire, ça a été physique. C'était bagarre physique. C'était même, je pense, le jour où on attendait les résultats du CEB. Eh ben. Il y avait eu un guet-apens. Vraiment un guet-apens au sens quasi littéral, en fait. Tu imagines la créativité des enfants. Exactement. La violence. De nuire, la volonté de nuire. L'intention qu'il y a vraiment, c'est affolant. Et une des personnes j'ai envie de dire même la personne qui m'a agressée, s'est retrouvée dans ma classe en 5e et 6e secondaire. Mais j'en reviendrai à ça. Donc en 6e primaire, je ne sais plus comment le problème avait commencé, mais à un moment donné, je suis dans la cour, quelqu'un vient à moi et me dit « Oh, il y a machin chouette », évidemment je connais les prénoms, mais je vais les taire. Il y a machin chouette qui t'appelle parce qu'elle aimerait te montrer quelque chose. Ou elle t'aimerait te dire quelque chose, c'était ça, te dire quelque chose. Je dis, elle ne pouvait pas venir ici pour me le dire. Elle fait non, je dois me déplacer, encore une fois. Du coup, je me déplace. Le piège, je me déplace. Quand j'arrive là-bas, du coup, on est loin des surveillants, loin de tout. C'était sous le préau. Et donc, elle m'attrape par les cheveux, elle me donne des coups de genoux. Enfin, c'était... moi aussi, je ne l'ai pas épargné. Hein. Ça, je te connais. Mais œil pour œil, dent pour dent. Oui. Mais c'est violent, mais c'est ultra violent parce que je n'étais pas prête à ça. C'était un piège, en fait. Et elles ont fait à 3 l'idée, si elles n'étaient pas plus, elles ont vraiment construit la volonté l'idée. De faire mal. Exactement. Donc, il y en a une... Enfin, elles se font l'idée de tabasser. Il y a une qui va faire le hibou, l'autre qui va passer aux mains. Mais les autres ne viennent pas frapper. Hein. C'est juste l'une qui frappe. Bref, on se bagarre assez, on se fait assez mal. Je m'en vais. Vraiment. Tchac, tchac, je m'en vais. T'as fait ton affaire. Vraiment. J'ai plié mes affaires, tu vois, en partant. J'ai pris ma valise et j'ai continué tout. Non, absolument pas. Sur le moment, j'étais traumatisée. Mais aujourd'hui, j'y parle avec humour. Non. Et en fait, ça, j'ai pas eu le courage, le cran d'aller en parler. Tu t'es sentie mal. Je me suis sentie super mal. Je me dis, moi aussi... Et le regard des autres sur toi. Exactement. Et qu'on t'implique dans une situation que t'as pas demandé. De un. Après, je sais même plus comment ça s'est passé, cette histoire. Alors, j'essaie de me remémorer, mais j'ai juste la scène, le déroulement. Et puis, bref, on passe en secondaire. Et là, bon, on est dans des classes différentes. Une partie de ces personnes-là se sont retrouvées dans la partie secondaire, donc toujours dans ces fameuses écoles sur 3 sites dans la même rue. Donc il y a une qui a continué, mais on était dans des classes différentes. On évolue chacune de notre côté jusque deuxième secondaire. Deuxième secondaire. À un moment donné, il y avait un conflit. Il y a eu un conflit entre une personne et moi. Enfin, je ne sais même plus encore comment ça avait commencé. Et ça avait été carrément sur Facebook. Facebook dans le sens où... en fait, disputes sur Facebook. Okay. Donc ça implique les réseaux sociaux, jeune âge, etc. Et je me souviens, ma mère, elle était genre juste contre, évidemment, des réseaux sociaux. Elle était en mode, moi aussi. Non. Tu sais que Facebook, moi, je l'ai eu en 3e secondaire. 4e secondaire, je ne savais même pas ce que c'était Facebook. Toute l'école avait Facebook. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Je ne vais pas m'attarder sur ce que pensait ma mère, en tout cas des réseaux, mais elle était ultra contre. Moi aussi. Je l'ai fait dans le dos. Voilà. That's the point. Ouais. Et donc, il y a eu ce conflit sur les réseaux. Et oui, moi, à un moment donné, j'avais fait un post, mais j'avais parlé qu'en acronyme. J'avais pas mis de... Mais la personne qui était concernée... Elle s'est sentie visée. Elle s'est sentie visée et puis elle a réagi, tu vois. Et donc, ça, je crois, a rajouté un peu... L'huile sur le feu. Voilà. Jusqu'un jour, à l'école, on se prend la tête avec la fille du départ, avec qui on s'était chiffonné. Celle qui a réagi est venue. Elle a amplifié le truc. Et en fait, ça a créé à un moment donné une masse tellement énorme que celle qui m'a tiré les cheveux
qui m'avait donné des coups de genoux en 6e, qui avait réagi à mon post sur Facebook, elle était aussi là au moment du face-à-face. Mais face-à-face, juste, même la personne avec qui je faisais ce face-à-face, c'était une fragile, entre guillemets. Genre, c'est pas elle qui allait me donner un coup de poing dans la figure. Non, mais par contre, Elle l'autre... s'est sentie pousser des ailes. Elle a vu le contexte et elle avait... tu vois, elle va se mettre en avant. Exactement. Donc, elle a saisi l'opportunité pour bully à un level ultime. Donc, déjà, il y a la pression parce que ça s'ajoute de monde. Les éducateurs étaient où ? Je ne sais pas. C'est des amis qui m'ont vu, qui ont été appelés des éducateurs pour intervenir et apaiser le truc. Enfin, des enfants bienveillants. Ouais, il y en a encore. Et tu vois, c'est même la difficulté parce qu'elle dit... Je voyais que ça, mais genre, elle a peur d'agir, mais bon, la personne avait quand même agi. Mais t'as pas envie d'agir parce que si tu agis, bien sûr, à ce moment-là, c'est toi qui vas être puni. Mais là, vu qu'il y avait tellement de monde, elle est quand même partie et donc l'aide est venue. Mais entre-temps, c'était long, quoi. C'était vraiment long à vivre. Moi, je me souviens encore des émotions, l'humiliation. Et j'ai envie de dire, c'est clairement. Genre là, j'ai envie de dire, c'est une confession intime. In hell. I wish you well in hell. Vraiment. Et donc, elle buvait un jus. Et elle m'asperge de jus dans les cheveux, dans le visage. Et bref, la totale, quoi. Genre, déjà, j'entends un type qui dit « Ouais, frappe-la. » C'est horrible. Enfin, vraiment, tension maximale. L'effet de masse. L'effet de masse. Et le type qui dit « Frappe-la », je sais très bien qui c'est. Et il est aussi là en primaire avec nous. Et c'était genre le gars qui se prend pour un ultra beau gosse, déjà à 10 ans, enfin 7 ans, je sais pas. Bref, quel âge. On a tous connu un Christophe comme ça. Ouais, il s'est pris pour Zac Efron à 12, enfin à moins de 10 ans. Genre, j'entends sa voix qui lui dit « Frappe-la », tu vois. Genre, ok. Et sur le moment, j'étais juste en mode hyper alerte. Comme un chat. Mais genre, je ne réagissais pas. Mais t'avais juste peur mais j'étais alerte en mode ce qui se passe. Mais bon, je me fais asperger. Bref, l'éducateur intervient. C'est parti de quoi cette histoire ? Je sais même plus. Je sais plus. Mais c'est ridicule avec le temps. Je sais. Mais c'est pas ridicule parce que ça traumatise. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est ridicule dans le sens où on se dit, mais à quel moment ça démarre de là pour devenir ce que. C'est le téléphone arabe, tu sais. Je sais plus. Mais en même temps, la fille avec qui on s'était pris la tête, on était ensemble dans la même classe. Enfin, je pense que c'est juste une histoire qui a mal évolué. Les noms dit. Et en fait, l'éducateur nous prend elle et moi, mais pas celle qui a mis la pression. Quand l'éducateur est revenu, tout le monde s'est barré comme des rats. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Mais ils n'ont pas pris l'élément déclencheur. Exactement. Parce que c'était elle qui a joué l'élément clé. Parce que tu avais un passif avec elle. Voilà, exactement. Et donc, l'éducateur nous prend et il discute et il dit, alors vous avez 2 solutions. Soit j'appelle vos parents et on règle cette histoire, soit vous allez chacun de votre côté et on n'en parle plus. Toi, t'as choisi ton côté. Voilà, moi, j'aurais choisi ma mère. Non, parce que moi, j'étais en défaut, j'étais en mode « Ah, mais il y a aussi le réseau social !» Enfin, vu que ma mère, elle était en mode... T'avais peur pour la page. Parce qu'en fait, moi, je me sentais pas en sécurité avec ma mère, sur le coup. C'était en mode... Tu avais déjà eu peur. Mais Exactement. vaut mieux, parce qu'il faut dire aux enfants que peu importe la situation, même s'ils font quelque chose dans le dos, il ne faut pas continuer à le faire quand il y a une situation de danger. Ouais. Parce que la première réaction d'un parent, c'est de résoudre le problème. Un adulte, normalement. Puis après vient la morale. Mais le parent va faire son mieux pour aider son enfant. C'est ça. Mais c'est aussi un point qu'on pourrait ajouter dans la réflexion, c'est justement toujours assurer l'enfant. Assurer les arrières de l'enfant, peu importe la situation. Peu importe la situation, je suis là pour t'aider, en fait. Je suis là pour toi. Il y a tout qui tombe. C'est pas de jugement, pas de morale, rien. Enfin, à la limite, avec du recul, on en reparle. Ouais. Mais sur le moment, on laisse couler, on ferme les yeux dessus. Et en fait, on n'a pas vécu ça. Voilà, moi, j'ai pas vécu ça. Moi, je voyais ma mère vraiment comme l'autorité absolue, comme le clergé. Le clergé. J'ai parti en croisade contre ma mère. Vraiment, je l'imagine avec la tenue. Et je me dis, si j'avais vraiment cette idée de la sécurité à la maison, j'aurais dit, ramène ma daronne. Moi, je l'aurais dit. Ramène ma daronne. Je préfère ça, parce qu'au moins, on ramène les deux parents. Tu l'as vu toujours te défendre. Oui. Mais moi,
Moi, parce que... Tu n'as pas été confrontée à ces situations? De un, et aussi, comme on disait, il y a un enfant à la maison, il y a un enfant dehors. Mais Moi, la à la mère maison, aussi, tu sais, il y a une mère à la marraine maison. devant et une mère dehors. C'est pas la même chose, Et la la mère en mère société. dedans aussi, elle était très loi, très règle, très, Oui, morale. très stricte, très Tout morale, doit très tout. rouler droit. Après aussi, c'était une mère célibataire, donc bref, on place aussi le Ouais. contexte, c'est aussi important. Elle a fait de son mieux. Une mère et un père. Elle a fait 2 rôles en même temps et elle s'est même oubliée, elle, en tant que femme. Enfin, Ouais. c'est compliqué, tout ça. Et vraiment, évidemment, avec recul, on en rigole, mais sur le moment, c'est ultra violent. Je me dis, en fait, tu te retrouves dans une situation de conflit où tu as juste envie de dire, ouais, ben oui, j'ai envie qu'on me rende justice, parce que moi, j'ai pas demandé à me retrouver dans cette situation et je suis victime de ça. Oui. Et je ne peux même pas dire appeler ma mère parce que sinon, j'ai des problèmes Ouais. à la maison, je veux dire. Tu sais, justement, en parlant de cette fille-là qui m'a prise à part pendant des années, en fait, je sentais... Je voulais pas qu'on lui fasse du mal, mais je savais qu'on m'avait pas rendu justice. Mm-hmm. Et ça, pour moi, c'était traumatisant. On a parlé aussi, tu sais, la scolarité dans un autre pays, et surtout dans des pays où, comme j'ai dit, les enfants sont... Pas les enfants ni les parents, mais les adultes et les professeurs sont sacrés. J'ai limite peur de raconter cet événement, mais j'ai eu une situation très violente avec un prof. Et je me rappelle que ça a été je crois que c'est le traumatisme de mon enfance. Et je me rappelle que donc sur le chemin, on avait des navettes privées pour nous ramener à l'école. Je me cachais derrière le rideau et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je ne savais même pas marcher. Je ne savais pas marcher. Je me rappelle que j'avais raconté plus tard cette scène à ma mère. Et je l'ai suppliée d'aller confronter ce prof. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai le même sentiment. Bon, maintenant, ça s'est un peu dilué, mais le sentiment d'injustice, qu'on ne m'a pas rendu justice, et que si on ne me l'a pas rendu, je pouvais me rendre justice en ayant plus confiance en moi et la prise de parole. Et je me rappelle qu'à chaque fois qu'on allait en vacances, justement là, je demandais à ma mère, et elle ne le faisait jamais. Je lui dis, s'il te plaît, allons voir ce professeur. Allons voir ce professeur. Non, 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 ça sert à rien. Mais pour moi, c'était une demande qui était vraiment de la plus haute importance. Mm-hmm. Parce que c'est un traumatisme que non seulement c'était violent, c'est ça qui m'a aussi fait peur de l'école. Parce que j'ai vécu des situations très violentes. Dans cette école-là, parce que le privé ne protège rien, j'ai vécu deux situations traumatisantes avec des professeurs. Mais qu'on nous rende justice, parce que tu dis, jusqu'à maintenant, je sais qu'on ne m'a pas rendu justice, et que lorsque j'ai demandé à ma mère de saisir cette opportunité sur des années... Mm-hmm. Jamais ça n'a été... Donc ça n'a pas fermé le chapitre, ouais. Ça n'a pas cicatrisé. Et ce qui est difficile, c'est que dans ce rapport au sentiment de justice, à la reconnaissance du mal, personne n'est jamais gagnant, en fait. C'est le harcelé, il est déjà avec ses traumas. Mm-hmm. Le harceleur, il a ses difficultés émotionnelles, son contexte. Et du coup, après, il y a toutes les parties qui sont impliquées, les parents, l'école, ça va dans tous les sens. On ne peut que limiter un dégât, mais est-ce qu'on peut réellement avoir un parti gagnant? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment difficile. Par contre, on peut reconnaître et on peut apaiser les choses. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément peut-être en guérir. Genre, voilà, moi, je parle encore de mon histoire, mais en toute honnêteté, en parlant là, l'émotionnel, il est là. Présent, oui. Je ressens encore quelque part cette frustration, cette colère, ce sentiment d'injustice. Pourquoi? Et je vis avec. C'est déjà un pourquoi, et pourquoi même à ce moment-là, c'est la même question. Pourquoi cet éducateur a choisi ce mode d'action plutôt que d'essayer d'ouvrir une communication, de comprendre d'où viennent les frustrations qui ont mené à ça. Ou même de dire, même pas de nous laisser le choix en fait, de dire je convoque vos parents. Mais c'est ce qu'ils devraient faire. Oui, ou de dire voilà, on va prendre les personnes qui étaient impliquées de près, écouter les témoignages, faire quelque chose. Quelqu'un qui t'a fait du mal, que ce soit un adolescent, parce que je dirais pas un enfant, parce qu'un enfant n'a pas la même conscience qu'un adulte. Que ce soit une jeune femme, un jeune homme ou un homme ou une femme, il n'oubliera jamais la personne à qui il a fait du mal. Mm-hmm. Toute sa vie, ça restera bien gravé dans sa tête, parce qu'il a conscience de ce qu'il a fait. Il a fait ce choix de faire mal. Donc quand il a une situation où il confronte sa victime à un certain moment, dans un certain contexte, il n'est pas à l'aise.
Mais tu sais, ce que tu me dis, ça m'évoque, moi, en tant que témoin d'une personne qui a été harcelée. Mhm. C'était une personne qui était avec moi en primaire. Et Mhm. c'était une personne qui était, même en primaire, assez réservée, Mhm. sympa, adorait dessiner et tout ça. Et en fait, passée en secondaire, bah, elle s'est davantage renfermée sur elle-même. Du coup, elle n'était pas trop dans l'interaction sociale avec les autres. Et bon, quand tu arrives en secondaire, c'est le moment où justement tu crées des réseaux, tu te lis d'amitié. Et elle s'est plus renfermée. Bah, moi, au contraire, j'étais beaucoup plus ouverte. Extravertie, oui. Exactement. Et elle a été du coup facilement cible de harcèlement parce qu'elle était seule. Elle était vue comme marginalisée, comme à côté, alors qu'en fait, c'était juste une fille super sensible qui vivait un peu beaucoup dans son monde, ceci dit. Mhm. Et bref, et un jour, j'ai été témoin d'une situation problématique de harcèlement. Elle était impliquée dedans et je n'ai pas eu le cran d'intervenir. Et tu t'es sentie mal. Je me suis sentie Tu mets... tellement mal que ça m'a travaillé pendant des années jusqu'à l'année passée ou jusqu'à cet été en fait. Ouais. Cet été, je lui ai écrit un message. Je lui ai Pour fait, s'excuser. je sais pas, en gros, je sais pas si je t'ai fait du mal. Je sais pas si j'ai joué un rôle négatif durant les secondaires ou quoi. Je sais qu'on était bonnes amies en primaire, mais voilà, ça a évolué. Et donc, je lui présentais mes excuses et je lui dis, voilà, si jamais tu veux un jour discuter ou me partager ce que tu as sur le cœur de quelque chose que j'aurais pu faire, enfin que j'ai pas fait, que j'aurais dû ou peu importe. Parce que tu pensais à cet acte manqué. Exactement, moi je me suis vue vraiment comme un acte manqué et quand on fait un acte manqué, on peut quelque part nourrir indirectement une situation de harcèlement. Et donc moi J'ai vécu une situation aussi après comme ça. et donc moi, ben voilà, j'étais pas tranquille. Je me dis, mon Dieu, la pauvre quand Tu te même. sentais mal. J'étais mal alors que je n'ai rien fait. Mais c'est parce que j'ai rien fait. Oui, c'est Et justement aussi ne parce rien que- faire est un problème. Tu me rappelles une situation que j'ai pas vécue directement, mais que j'ai vue de mes propres yeux. J'étais déjà dans ma vingtaine. Mhm, Je devais avoir 20 ans. Et ça va? mhm. Oui, non, c'est parce que je veillais Oui. sur la caméra, mais je vois que... J'avais 20 ans, c'est j'étais vrai. dans le tram. Et là, j'aurais pu réagir et je m'en suis voulu de ne pas avoir réagi. Et sur le moment, je voulais réagir, mais j'avais un blocage. Il y avait une fille, je crois qu'ils étaient soit en primaire, soit en secondaire. Et je me rappelle que je venais de la Grande Place. Mhm, Donc, c'est une école qui devait être Stalingrad, des choses comme ça, tu vois. ok. Parce que pour arriver à Uccle, on passe par là. Mhm, Et il y a une fille qui se faisait harceler par un garçon, mais des filles de sa classe. Mais genre, c'était violent, les mots. Et la pauvre, elle n'a rien demandé, elle était juste là, debout. Et ses copines se moquaient d'elle, alors que c'était ses copines. Et ce garçon, il l'a provoqué. Mais j'avais l'impression de, moi, vivre cette situation. Et je m'en suis tellement voulu. Et je me disais, vas-y, mais tous ces adultes, ouais. personne ne réagit. Et c'est au centre du tram, au cœur. Tout le monde entend, tout le monde voit. Et je veux me lever, mais j'ai un blocage. Et je me dis, mais pourquoi ces adultes ne réagissent pas? Et je m'en voulais, parce que je voulais parler à ce garçon. Je voulais aller chez la fille. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin d'aide? J'aurais continué la route avec elle, ou j'aurais remis à leur place ses gamins, tu vois. Et je m'en suis tellement voulu. J'avais les larmes aux yeux quand je suis sortie du tram. C'est comme si j'avais abandonné la fille. Ouais, Je me ouais. rappelle, j'avais appelé Alex. Et je lui ai raconté la situation. Je lui ai dit, je m'en veux. Et je m'en remettrai jamais. Je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir agi. Il m'a dit, oh, mais tu sais, peut-être que tu aurais risqué. Je lui ai dit, non, je sais ce que c'est. Je m'en veux et je ne vais jamais oublier cette scène. 10 ans plus tard, je n'ai pas oublié cette scène. Ouais, on en parle. Et je vois encore plus clairement, mais je vois cette situation. Le garçon, il avait son iPhone en main. Et je me disais, je me mettais à la place de cette fille. Je me dis, Manel, mais pourquoi tu n'as pas protégé cette fille? J'aurais dû, et je t'assure, j'étais tellement marquée par cette scène. Je l'ai appelé, il m'a dit, mais non, mais c'est pas grave, tu as fait du mieux. Enfin, il aurait pu se retourner contre toi, tu sais jamais. Mais non, il fallait agir, il fallait que quelqu'un de ce tram agisse. Ouais. Il fallait. Mais en fait, c'est ça. Et je m'en suis tellement voulu. Et 10 ans plus tard, je revois toujours cette scène. Mhm. C'est ça qui est super important dans cette triangulation harceleur, harcelé, témoin. C'est en fait, il y a personne. C'est ce que je dis. Il y a personne n'est gagnant. Tout le monde repart. Et en plus, tout le monde repart avec un bout du traumatisme. Tout le monde. Mhm. Le harcelé part avec le vécu du harcelé, le harceleur repart avec du vécu du harceleur et le témoin repart avec la guiltiness, la culpabilité
De pas avoir n'avoir agi. rien pu faire ou n'avoir rien fait. Parce qu'il y a tellement de phénomènes psychologiques qui se déroulent, l'effet de masse, justement, on se sent tout petit, on a peur des conséquences. Enfin, il y a vraiment, ça se chamboule dans une tête sur un moment, et du coup, soit on choisit d'agir, soit on choisit de ne pas agir. Et après, il faut Assumer gérer, les conséquences. il faut assumer ce choix. Et donc, clairement, pour les parents qui nous écoutent, ou même les ados qui sont là à regarder cette vidéo, de un, si dans le contexte, vous êtes sans adulte, sans repère autour, sans rien du tout, si vous pensez que agir va vous mettre en danger, téléphone. Aujourd'hui, on Le a tram, le téléphone. arrêtez le tram. Si c'est dans un tram, allez chercher le chauffeur. Oui. Faites quelque chose. Il y a les boutons d'alerte. Appuyez sur le bouton d'alerte en toute discrétion. Il y a toujours moyen de faire. Appelez la police, trouver une solution. Voilà, c'est ça. Qui ne Dans nous les mette pas en transports danger. en commun, il y a des petits boîtiers à appuyer qu'en cas d'urgence. Il ne faut pas rigoler avec ça, mais À appuyer en l'époque, on cas pouvait d'urgence. arrêter le tram en tirant. Dans les vieux trams, il y a encore ça, mais sinon, il y a les boîtiers d'urgence. Et en fait, quand on appuie sur ce boîtier d'urgence, on entre en communication directe avec le chauffeur et on peut raconter ce qui se passe. Ou sinon, si on va chercher un adulte, on dit « S'il vous plaît, je vois qu'il y a ça, aidez-moi ». Allez peut-être aller chercher le mec le plus baraqué du métro ou la bonne daronne qui est là, qui va remettre tout le monde à sa place avec des bonnes petites claques. Allez chercher quelqu'un chez qui, en plus, chez qui vous pouvez trouver une forme de sécurité. Et c'est parce qu'en vous alliant entre vous, vous aurez la possibilité de pouvoir faire un mur à un harcèlement dont vous êtes témoin dans une situation comme celle-là. Maintenant, voilà, si on est... tu souris, donc je sens que tu as un truc à partager. Non, je te laisse continuer. Parce que, vais- tu sais, tu parles de certaines choses et Et ça me ramène des souvenirs que j'avais complètement oubliés. Mais juste, je termine et après, on ouvrira cette boîte de Pandore. Et donc, Mais il y a l'ironie du sort. Là, je pensais à des outcomes et là, je rigole. C'est la situation que je vais te raconter. Ouais. Moi aussi, l'ironie du sort, donc je t'avais raconté dans la même situation. Enfin, soit. Donc ça, c'est si on est dehors dans les transports en commun, aller chercher de l'aide, c'est un élément qui peut totalement faire basculer la chose. Appeler la police, mettez la sauver la police vie de en quelqu'un. écoute. Mais genre, si toi t'es Agir témoin, à tu son échelle. t'éclipses et tu appelles et même s'il faut chuchoter, tu racontes, enfin tu te mets dans un coin, tu mets tes AirPods et c'est parti quoi. Enfin qui n'a pas Filmer. Filmer, ça aide, mais ça n'arrête pas la chose. Non, mais Donc, tu peux filmer en mais essayant en de tout trouver un cas, moyen, avoir une pourquoi preuve. pas allez, bon, si on est seul, on choisit. On filme ou on appelle. Dans les deux cas, les deux peuvent servir. Maintenant, privilégie peut-être le fait d'appeler que de filmer. Parce que si on est dans un lieu public, maintenant, il y a des caméras quasi partout. Il y a toujours moyen de. Mais si on se retrouve dans la forêt ou quoi, dans ce cas, filme le max, t'appelles. Comme ça, il y a une trace de la scène. Et en même temps, bah, tu passes un coup de fil. Pour les parents, pas de jugement. Écoutez toujours la place de l'enfant. Agir. S'il y a un éducateur qui vous dit « Non, mais laissez tranquille, pas de plainte ». Non, je vous ramène les tribunaux dans la cour de récré. On va faire ça ensemble. Tout le monde. Les maternelles seront le jury. On va tout mettre en structure. Il faut agir. Oui. Et puis aussi, il faut mettre des choses en place du côté du harceleur et du harcelé. Oui. Enfin, plus que le harcelé. Il faut que les écoles commencent à assumer leur rôle. Parce que bon, on dit toujours que l'école ne fait pas l'éducation. Mais les enfants passent quand même 8 heures par jour minimum à l'école. À un moment donné, oui, il faut que l'école assume sa responsabilité et de mettre des choses en place vis-à-vis du harcelé. Donc pour les témoins... Franchement, si vous pouvez agir, agissez. Oui. Parce que vous pouvez changer le cours de la vie de quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est vraiment arrêter quelque chose qui se déroule mal. Ça ne peut qu'aller bien si on l'arrête. Et il faut aussi désacraliser le rôle du harceleur, en fait. Le harceleur tout-puissant. Oh, t'es le pape ? Oui. Non, tu n'es pas le pape. Dans 2 minutes, t'es viré de l'école. C'est tout, tu vas devoir te trouver une autre école. Dans 5 minutes, tu te retrouves dans le tribunal de la jeunesse. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des structures qui remettent bien en ordre. Il ne faut pas s'inquiéter, il y a des centres. Après, allez... C'est d'une extrême à une autre, mais... C'est d'un extrême à un autre, mais à un moment donné, quand il y a les harceleurs, quand on les recadre, il y en a qui comprennent, qui s'en veulent plutôt, et
allez, on les Change, aide, c'est un on les élément accompagne, déclencheur, etc. oui. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose, comme tu dis, il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose qui est à travailler. Et puis il y a ceux qui vivent pour ça. Et là, Ils adorent. c'est presque une pathologie, on peut Oui. dire. C'est vraiment C'est le des pervers plaisir. narcissiques. Voilà, c'est de jubiler de voir quelqu'un souffrir Et malgré humiliés. l'intervention. Oui. Là, dans ce cas, il faut mettre en place des structures, enfin, déployer des Psychiatrique. moyens. Oui, parfois jusqu'à la psychiatrie, parce que clairement, il y a des conditions neurologiques chez des personnes chez qui c'est comme ça, en fait. Et donc, tu n'as pas d'autre choix que de faire mobiliser un tribunal, une psychiatrie, Les un institutions psychologue. nécessaires. En tout cas, une institution. Ouais. J'ai lu un jour sur les réseaux, il y a toujours des petites choses drôles, que donc tu as différentes planètes, Ouais. et que la planète Terre, elle a été choisie parce que c'est une psychiatrie à grande échelle. Et j'étais au fou rire, parce que c'est vrai. Elle était habitée parce que c'était une psychiatrie à grande échelle, et que les autres planètes, c'est la planète des élites, plus tard. Oh là là. Bah donc, je voulais raconter. Moi, j'ai 2 copines qui étaient copines par le passé, qui ont été tabassées dans le métro face aux gens par des inconnus et personne n'a réagi. Une qui était coréenne, très belle, très grande. Le garçon l'a draguée, elle n'a pas voulu. Il l'a tabassée devant tout le monde. Il l'a tabassée à coups de poing. Elle avait des bleus partout. J'ai une autre copine, Sarah, tu as connue quand j'étais en secondaire. Elle a été tabassée par 4 filles. On lui a marché dessus. On l'a vraiment massacrée gratuitement dans les métros et personne n'a réagi. Je me dis, quel choc. Heureusement, je n'ai jamais vécu ça parce que j'ai l'impression que je ne m'en serais jamais remise. Mais elle est venue à l'école le lendemain, comme c'est, avec, tu sais. Moi, je me suis sentie impuissante. Quand tu vois la personne retenir ses larmes et que c'est un moment difficile à raconter. Ouais. Enfin, bref, et que personne n'ait agi, c'est tellement grave. J'ai l'impression qu'en Europe, les gens ne veulent pas se mouiller pour les autres. Si, mais souvent les femmes se mouillent pour les autres. Les hommes restent indifférents. Ma sœur s'est fait tabasser par un homme pendant le mois de... Bon, pendant un mois béni, parce qu'il l'a draguée. Elle n'a pas voulu. Il lui a craché, il l'a giflée. Ah oui, en pleine rue. Devant plein d'hommes et personne n'a réagi. Elle s'est fait tabasser par un homme, un jeune homme, parce qu'elle n'a pas voulu répondre à ses avances et qu'elle attendait son copain. Et il l'a tabassée. Et que personne n'a réagi. C'est humiliant. Elle a dû se réfugier dans un hôtel qui était juste à côté. Enfin bref. Anyway. Ça me plonge dans la situation parce qu'elle me l'avait raconté. Directement. Et ça me plonge dans la situation parce que je me dis, mais juste, en fait, le réflexe que tu as quand tu es dans cette posture, c'est... Et elle a dit, mais mode pourquoi de vous n'avez survie. pas agi? Non, Ouais. mais je pensais que tu étais avec lui. Donc tu laisses quelqu'un se faire tabasser Oui, parce qu'il est avec? sous prétexte que tu penses qu'il est avec Donc lui. on Ouais. vous laisse régler, mais enfin, c'est Non, des non. papas. Tu aimerais que ta fille se fasse tabasser par Ouais, un homme? absolument, exactement. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Ça en dit long. Pour dire aussi, vraiment aussi. Je sais plus c'était quand, je crois que c'était l'année passée. Quand je dis l'année passée, du coup, on est sur autour de avril-mai, je pense, 2022. On entend une femme hurler dans la rue, en pleine nuit. « Appelez la police, appelez la police !» On ne comprend pas évidemment ce qui se passe. C'est le milieu de la nuit. Et là, réflexe, mon frère se réveille, il appelle la police. Je rigole parce que vraiment la scène, le mec à moitié dans le sommeil, à moitié bien réactif. Allô, il y a quelqu'un qui hurle dans la rue, venez tout de suite, genre en mode prenez les choses en main, arrêtez. Elle a quand même crié 3 fois avant appeler que... la police. Ouais, et puis là, on entendait la police qui est arrivée. Mais tout le monde est sorti dans les balcons. Et je veux dire... Il n'y a pas un show, rentrez chez vous? Non, mais c'est même pas ça. Tout le monde est sorti sur le balcon, mais Personne n'a agi. personne n'a agi. Il fallait qu'un On voit jeune quelqu'un garçon dans la rue. se réveille. Voilà. Et en fait, c'est parce que je crois qu'on avait rappelé une deuxième fois. Ils avaient dit oui, on a eu l'alerte, c'est bon. Mais quand il l'avait appelé en premier, il n'y avait rien. Enfin, il y a juste l'information. Ok, on entend, il y a quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose, on ne sait pas. Parce qu'ici, ils ont besoin de voir du sang. Mais c'est incroyable. Avec des pour popcorn agir. comme ça au balcon. Pour agir.
C'est fou quand même tout ce qui se passe et tout ça en tant que témoin. Enfin bon, du coup, pour résumer, à moins qu'on ait quelque chose à partager. Je crois qu'on Non, a on a fait tellement. oui, On a fait un grand tour, hein, on a fait un oui. très beau tour de. Le harcèlement des réseaux. Ah, le Parce que harcèlement des maintenant, réseaux, c'est ouais. le nouveau type Comment gérer d'harcèlement. ça, ouais. Ah, j'ai entendu un témoignage qui m'avait déchiré le cœur. C'était un père qui parlait à propos du suicide de son fils parce qu'il Oh, s'est fait harceler à l'école sur les réseaux. Et il avait 11 ans. oh mon Dieu, c'est dramatique. C'est ultra dramatique et tu entends le père qui vraiment, il pleure à chaudes larmes encore longtemps après, quoi, tu vois. Il n'a Mais pas ça en fait son deuil. remettra jamais. Enfin, c'est pas la nature des choses qu'un enfant meurt avant le parent. Oui, c'est exactement. Et Exactement. puis le parent se dit qu'il n'a pas été assez attentif. Moi, j'ai eu une situation, je n'avais jamais, mais c'était pas en tant qu'enfant. C'est quelqu'un, une ancienne copine, qui était frustrée qu'on ne soit plus copine. En fait, on a été copines pendant un très court temps, 2 mois, et j'ai réalisé que c'était une personne qui ne correspondait pas à qui j'étais, à mes valeurs. Donc j'ai arrêté de la voir. Mhm. Je la trouvais très méchante avec les autres. Tu sais, elle n'a jamais été méchante avec moi, mais toujours avec les autres. Et je me disais, et donc j'essayais toujours de comprendre pourquoi elle était méchante avec les autres. Je me suis dit, si elle est méchante avec les autres, tout le monde, c'est qu'elle est naturellement méchante. Et que si elle n'était pas avec moi, c'est qu'elle avait un intérêt à être gentille avec moi. Et donc je préférais arrêter de m'associer à elle, parce que je trouvais que la connaître était néfaste. Et je voyais l'impact qu'elle avait sur la vie des autres et c'était toujours dramatique. Donc j'ai arrêté d'être amie avec elle, mais gentiment. Et elle m'a harcelée pendant des années sur les réseaux. C'était subliminal. Et un jour, c'était pas subliminal. Elle a mis un ancien collègue à moi dans son camp. Et alors là, il m'a vraiment lynchée sur les réseaux. C'était gratuitement. C'était horrible. Je crois que j'ai fait une crise de nerfs. J'ai lu 3 lignes, j'ai compris que ça parlait de moi. C'était un texte, c'était une feuille A4 sur les réseaux, en étalant les pires choses sur moi, qui je n'étais pas, en me prétendant des choses qui n'étaient pas vraies, et je savais qu'elle était derrière ça. Et ça a été horrible. Tu sais que ma sœur, on le connaissait très bien, ce garçon, parce il était mon collègue, et en plus il connaissait très bien mon chéri. La jalousie, ce qu'elle pousse à faire, que ce soit Ouais. un homme ou une femme. Tu sais que... Et sa petite amie était une de mes meilleures amies. Est-ce que tu imagines? Tout le monde l'a appelé pour arrêter. Il n'a pas voulu enlever ce poste. Il l'a enlevé après 24 heures. Donc tout le monde a su. Tout le monde a lu. Et les gens likaient et commentaient. C'était tellement traumatisant. C'était horrible. Et ce qui est dur, c'est que ça repose que sur celui qui l'a posté, puisqu'il n'y a que lui, entre guillemets, qui a un contrôle dessus, à moins de Oui. signaler ça sur le réseau, mais c'est incontrôlable. Oui. On n'a pas d'action directe. Et pour, du coup, petite parenthèse pour les parents, il y a des applications qui sont développées. Là, je ne me souviens pas spontanément des noms, mais je mettrai ça dans la description quand j'aurai trouvé. Il y a des applications, anglophones en tout cas, que quand on les installe, elles peuvent détecter si, votre enfant est harcelé, s'il est harceleur. Mm. Et ils envoient le signal aux parents. Donc il y a vraiment des applications qui existent, qui viennent comme ça un peu observer si tout se passe bien. Mhm. Maintenant, je ne sais pas si c'est des applications qui permettent d'avoir quand même de laisser l'intimité entre guillemets à l'enfant, mais en tout cas, à ce niveau-là, donc il y a une détection de harcèlement. Moi, je qui suis se heureuse fait. à cette époque, on puisse mettre des outils, des structures pour pouvoir alerter cadres, et ouais. aider. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'était dramatique. Et tu sais, ce qui est dramatique, c'est de ne pas devoir se... Parce que tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas riposter, parce que c'est alimenter quelque chose et leur donner raison. Exactement. Donc Ouais. moi, je ne me suis jamais vengée, je n'ai jamais réagi. J'ai pris sur moi, je me disais toujours que je faisais confiance à Dieu, Ouais. à l'univers. Je faisais confiance au temps et que le temps allait me rendre justice. Et il m'a toujours rendu justice. Il y a quelques années, cette fille donc, qui a été vraiment... m'a harcelée pendant des années parce que je n'ai plus été copine avec elle, a croisé ma sœur dans un événement privé. Elle a été donc confrontée à être à côté de ma sœur. Elle s'est excusée. Et ma sœur lui a dit, tu n'as qu'à l'appeler. Elle lui a demandé mon numéro. Ma sœur lui a dit non. Elle lui a dit, on était toujours ensemble et je l'ai vécu comme une rupture amoureuse.
Et moi, je le savais, que c'était le comportement d'une personne qui avait été lésée, qui avait été délaissée. Sauf qu'on n'était pas au point d'avoir ce genre... on n'était pas amis intimes, on se fréquentait. Et en plus, c'était 2 mois. Elle m'a fait subir l'enfer sur les réseaux. Et pas que sur les réseaux, parce qu'elle éparpillait des rumeurs qui n'étaient pas vraies. Et elle s'est excusée. Ça ne vaut rien. Moi, déjà, à ce moment-là, j'avais du recul. Donc, dans ma phase de vingtaine, j'avais du recul sur les choses. Je pouvais souffrir dans mon coin, mais je me disais toujours qu'un jour ou l'autre, ça allait payer. En fait, avoir de la hauteur. J'ai toujours voulu chercher à avoir de la hauteur et pas me rabaisser. Parce que finalement, je me rabaisse à cette personne à réagir. C'est là où on voit énormément j'avais envie de dire le côté crucial, mais c'est pas le terme exact, mais l'idée de dire qu'en fait, le rapport entre l'amour et la haine, c'est 1 millimètre. C'est l'amour et la haine. C'est 1 millimètre. Mais c'est pas une question d'opposés, parce que ce ne sont pas des opposés, mais plutôt des pôles. Ça passe de l'amour. Et en fait, tu disais, comme tu disais tout à l'heure, à propos de l'hypersusceptibilité, l'hypersensibilité, où il y a ce sentiment de vivre les choses comme une agression, mais immense, alors que finalement, c'est juste remettre parfois l'église au milieu du village, ou remettre les choses, les points sur les i, les barres sur les t, les choses dans l'ordre. Period. Period. Avec un gros point rouge. Enfin bon. Et donc, je disais quoi ? Je disais oui, voilà, et qu'ils le vivent comme une agression énormissime. Et du coup, eux, ça les place dans cette position. Donc, ils vont quitter cette position de victime et ils vont entrer dans cette position de bourreau. Mais ces personnes-là étaient susceptibles, étaient sensibles, avaient vécu le harcèlement aussi. C'est ça qui est incroyable et frappant. C'est que ces personnes avaient le choix de faire mieux et ils ont décidé de se retrouver de l'autre côté, sachant ce que c'est d'être face à cette agressivité. Moi, je n'ai jamais eu envie d'agresser qui que ce soit. Justement, j'ai toujours protégé les gens autour de moi parce que je savais ce que c'était souffrir et de subir quelque chose qu'on n'a pas demandé. Donc, j'ai toujours été bienveillante. Et je t'ai dit, donc, cette situation que j'ai vécue où je n'ai pas pu défendre la fille et je m'en suis voulu, les autres occasions, je ne les ai pas ratées. Je ne les ai vraiment pas ratées. Parfois, c'est anodin, mais ça commence comme ça. Ouais. Une remarque, une critique par une copine, mais c'est de l'agressivité, passive-agressive. Ouais, c'est du passif-agressif, ouais. Maintenant, quand je vois une copine qui subit ce genre de comportement, je réagis. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne vais pas laisser. Parce que je sais que ma copine, elle est en train de souffrir, elle ne réagit pas. Ouais. De mettre les choses en lumière. Et même, en fait, c'est ça qui est bien. Et ça, c'est, je trouve, même une règle à appliquer partout, pas que dans le contexte du harcèlement, mais partout. C'est que quand on a une forme d'agression, toute forme d'agression qui vient sur nous, c'est de demander à la personne de répéter ce qu'elle dit. Tu le lis dans mon esprit, c'est ce que je voulais te dire, et tu regardes droit dans les yeux et tu lui dis, tu peux répéter ce que tu as dit ? Comme ça, j'ai bien compris ce que tu veux dire. Exactement. Tu le lisais dans mon esprit, c'est ce que je voulais te dire, j'attendais d'abord que tu dises ça. C'est de confronter, et la personne elle est confrontée à son malaise. Exactement. Tu la regardes, genre, t'es vraiment pas gênée. Déjà, ça fait un effet de te mettre en puissance, de contrôler la situation. Tu reprends le pouvoir. Si tu sens que tu l'as perdu, tu le reprends. Et en plus, c'est un pouvoir qui est OK dans la mesure où tu ne vas pas déborder de ton pouvoir. Oui. Tu vas juste rééquilibrer les choses. Mais on va dire l'intensité fait que tu parais en supériorité, mais tu t'en fous à ce stade-là parce que tu vas juste remettre la personne avec ses propres pensées et tu vas pas les laisser t'atteindre. En fait, c'est ça qui est super important, c'est que quand on replace, répète ce que tu viens de dire pour être sûr que j'ai bien compris, tu es en train de te mettre un bouclier en même temps, en te disant ça spontanément, c'est en mode t'as conscience, t'es vive. Que t'es en train de vivre une attaque. Que t'es en train de vivre une attaque, donc t'es en train de mettre en place un bouclier. Et en même temps, t'as des armements qui sont préparés. Parce que tu gagnes du temps réfléchir. Pour réfléchir. Préparer ta défense. Exactement, le temps que la personne réagit. Parce que si elle se tait, t'as le temps de réagir. Si elle te répond... Elle va être surprise. En fait, vu que... Oui, elle va être surprise. Il y aura un effet de surprise colossal, et magique même. Tu lui coupes l'herbe sous le pied. Tu l'enterres dans tous les sens du terme. Oui. Et le fait est que donc il y a ce mur qui se construit. Toi, tu gagnes du temps sur la réflexion si la personne reste muette. Même si elle répond en répétant exactement la même chose, eh bien là, tu prends vraiment l'initiative de lui répondre à quel point, en fait, c'est d'une violence, c'est ridicule, c'est enfant. En fait, c'est développer le vocabulaire
pour savoir répondre à ce genre de personnes. En fait, le truc, c'est que quand on veut être Et gentil, tu regardes dans les yeux cette personne, tu la confrontes. quand on veut être gentil, on se dit non, mais moi, je suis gentil, je suis Non. innocent. Va dans le monde des méchants. Apprends du monde des méchants. Apprends le vocabulaire des méchants pour Jouer l'utiliser avec le contre les vocabulaire méchants. entre eux. Exactement. Parce que si tu joues avec des mots d'arc-en-ciel face à des gens Tu vas regretter avec des toute ta vie. lance-flammes, le lance-flamme, il te rase tout. Hein. Oui. Donc si tu as aussi un lance-flamme, ou pas un lance-flamme, mais en tout cas, on va dire la combinaison d'un pompier Oui. pour traverser le feu, là, d'un coup, tu sais... Quand je dis combinaison, c'est parce que tu sais ce que c'est comme attaque, et donc tu sais te défendre. Et En je fait, c'est sais ça. que c'est dur parce qu'il faut avoir de la répartie. Oui, Tout le monde n'a ça pas se la travaille, répartie. mais ça se Eh bien, on travaille. s'entraîne comme dans voilà. un rôle. On prend les choses en main parce que c'est difficile de réagir. Exactement. Ça demande du courage aussi. Faut apprendre aux enfants, aux Mais ados, aux voilà, adultes. la répartie aide. Et les gens bornés, et les gens qui sont, comment dire, pas audacieux, mais les gens qui sont, enfin bref, qui ont peur de rien, quoi. Ils sont pas gênés. Oui, c'est de l'audace. Hein. Pas de l'audace, c'est pas de l'audace parce que l'audace c'est positif. Ce que je veux dire, c'est pas Au positif. sens téméraire, au sens... Non, pas téméraire, mais ça me reviendra. Oui. Tu vois, les gens qui n'ont peur de rien, qui n'ont pas froid aux yeux. Ok. Tu vois, eux, ils n'ont pas peur. Ils se disent, ils envoient Oui. des bombes au visage. Exactement, ils envoient des bombes. Et toi, tu Toi, tu te ramasses... c'est Bagdad, t'as la- un champ de ruines. Mais eux, ils n'ont pas peur. Bah, il faut leur envoyer la même bombe. Il faut C'est tout. savoir répondre. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui est transmissible, qu'on peut apprendre aux enfants en tant que parents, et puis en tant qu'ado d'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être violent, c'est pas ça qu'on dit. C'est être le pompier, en fait. Mhm. Dans une Éteindre situation le de feu. flamme, tu ne deviens pas une flamme, tu éteins le feu et tu te protèges. Ouais. C'est ça l'idée. C'est que tu sais que quand tu vas dans un bâtiment enflammé parce que tu n'as pas le choix, tu vas pas y aller en t-shirt et j'allais dire en string qui dépasse. En tongs et tout, tu vas débarquer. Tu vas débarquer avec une bonne combinaison bien ferme, bien, qui te protège de tous les côtés. Tu as une bombe bonne d'oxygène, tu as tout ce qu'il te T'es faut. paré pour le combat. Et t'es pareil. Voilà. Et tu twerks comme ça sur le feu. Mais voilà, l'idée là, c'est d'apprendre. Et il y a énormément de mots. Enfin, on n'a pas besoin de se mettre dans des états critiques. Enfin, c'est comme mon On frère. prend le temps. Hein. C'est Parfois, prendre le si on temps, n'a pas la ouvrir un répartie, bah, on livre, se tait, on réfléchit voilà. et on envoie. Et puis, c'est penser, même, faut penser à tous ces moments sous la douche où on fait un TED Talk avec soi-même Ouais. et on se sent comme Socrate. Voilà. Ah bah, c'est le fameux de qu'est-ce que j'aurais pu dire. C'est le moment. C'est le moment. Envoie. Même si ça a l'air Envoie la ridicule, tu sauce. envoies. Ouais. Envoie la sauce. Et par exemple, mon frère, il fait un truc. Je vais pas dévoiler tous ses secrets d'éducation. Il le parlera de lui-même, mais il prend le temps de s'instruire. Et puis moi, quand je lis des trucs, on a tous des petits moyens pour avoir de quoi répondre sans traverser, sans se mettre dans des situations de manière volontaire. Et puis même, du coup, quand on tombe, bah, ce sont des exercices. Hein, On se relève toujours. on se Un relève bébé et puis qui s'écroule, qui tombe, et ben, il pense à se relever, il pleure pas. c'est ça, et c'est développer donc les compétences sociales, émotionnelles. Et aussi, bah, quand on a une pression, ne pas la refouler au fond, faire comme si elle n'existait pas, etc. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses, parce qu'elle va revenir en explosion. Voilà. Là, on arrive tout doucement sur la fin, mais avant de clôturer, on pourrait aussi se refaire un petit retour finalement, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder concrètement l'impact sur ta vie, la manière dont tu as évolué professionnellement, les choix que tu as faits, tu sais, pour prendre soin de toi, pour construire tes compétences, justement. Comment construire les compétences sociales, émotionnelles, pour changer la donne? Pour changer la donne. Comment j'ai fait? Je crois que j'ai toujours eu les ressources en moi. C'est ça qui m'a aidée justement à vivre, à surpasser ces moments. J'ai toujours eu les ressources en moi et j'avais hâte de grandir et j'avais hâte de voir la femme que j'allais devenir. Et quand je me visualisais, je me voyais sans ces gens. C'est important de pouvoir se visualiser comme on voudrait être. Et si le jour, pendant ces moments-là, je ne savais pas réagir, ben je me voyais en tant que femme forte, indépendante. Ça m'a armée, en fait. Et finalement, peut-être que je crois que je ne regrette même pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que c'est ça qui a fait qui je suis, les qualités que j'ai. Ça m'a aidée à être encore plus bienveillante à l'égard des autres, d'être empathique, d'être à l'écoute, d'être attentionnée,
Donc j'ai eu les qualités qu'on pouvait tirer de ces situations-là. Je me suis pas déterminée. Par après, je me suis pas déterminée par rapport aux autres. Évidemment, on a toujours peur du regard de l'autre, mais je me suis dit que lorsque je faisais attention au regard de l'autre, je n'étais pas forcément plus heureuse et que je vivais pour moi. Et, et puis j'ai été très bien entourée par la suite. J'ai éliminé ces gens de ma vie. J'ai eu le choix. J'ai été aussi très aimée, très mise en valeur. Et donc j'ai pu me voir, apprendre à me voir telle que j'étais, parce que je ne me voyais pas. Tu as accordé énormément de valeur aussi finalement à... Mais c'est la peur Ouais. avant. Et puis je me suis dit, mais en fait non, j'en vaux la peine. J'ai des qualités, je suis une bonne personne. Je ne fais pas de mal aux gens. Je suis intéressante. Je mérite le respect. Et je ne suis pas moins que les autres. Ouais. J'ai des choses à apporter dans la vie des gens et dans ma propre vie déjà. Donc que j'allais arrêter de me laisser marcher sur les pieds. Ne Parce plus que se m'amener voir nulle en part. victime. Oui, ne plus se voir en victime. Et puis je savais qui j'étais, au fond. Il fallait juste mettre en avant la personne qui j'étais réellement. Oui. C'est Donc, super important ce processus de... Parce qu'au début, quand on subit, ben, on est une victime, on le vit très mal, on tombe. Mais voilà, comme on disait... Voilà, comme un chat, j'ai toujours su rebondir. Retomber sur ses pattes, oui. Oui. Et de la même manière, comme on disait il y a quelques instants, l'idée de dire... tu peux répéter ce que tu viens de dire. Oui. C'est vraiment, tu quittes cette posture de victime et tu te mets à... Tu peux assumer ce que tu es en train de me dire. Qui tu es, qui tu es toi en tant que personne. Et oui, comme tu, je tu disais assumer les paroles, que l'autre assume ses paroles. Oui, bien entendu. Et puis en fait, c'est l'importance de quitter cette posture de victime pour entrer dans dans ce rôle de super-héros de sa propre histoire en fait. Et j'ai aussi eu plus de force parce que je sais ce que c'est d'être de l'autre côté. Donc le fait de savoir ce que c'est d'être de l'autre côté, d'être harcelé, ça te donne un pouvoir parce que tu te dis, ok, je sais ce que c'est d'être de l'autre côté, maintenant je vais sortir, je vais aller du côté fort, on va dire, et on va jamais faire subir ça à quelqu'un. Donc on décide, en fait la gentillesse, c'est un choix. Tu n'es pas, bon, on est gentil, mais c'est un choix, tu décides, tu as le choix de mal te comporter avec les gens ou bien te comporter. Et moi, je peux dormir en toute âme et conscience parce que je sais que je n'ai jamais fait, délibérément, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Peut-être que j'ai pu blesser quelqu'un par une parole, par un regard ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il n'y a pas quelqu'un. On joue tous le mauvais rôle dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Mais parfois, je me dis, je vois pas, dans ma situation, dans ce que j'ai vécu, personne ne peut dire que je lui ai fait subir ça. Elle m'a fait du mal, elle m'a enlevé ci, elle m'a enlevé ça, elle m'a détruit. Non. Non. Mais ça m'a donné beaucoup de force et dans ma créativité. Attention l'attention aux détails. Tu avais mentionné la créativité. Mais après, ça m'a aidé. Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est la créativité. L'intérêt, j'ai toujours aimé la mode, par exemple. Donc j'ai fait des études de mode. J'aimais dessiner. Je dessinais, ça m'aidait à m'échapper. La littérature m'a beaucoup aidée. Moi, j'allais dire ça. Ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et ça m'a inspirée. Ça m'a donné de la force, ça m'a donné du courage. Ça m'a donné des outils dont j'avais besoin. Et puis aussi, le milieu professionnel, le milieu actif. Tu es confronté à d'autres personnes et tu dois te forger un caractère. Tu te dis, OK, j'étais qui j'étais, maintenant je suis obligée de me protéger. Là, il n'y a pas le prof, il n'y a pas la mère, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi. Il est pire en plus, le milieu adulte. Il n'y a que toi. Ouais. Donc tu dois te forger un caractère. Et ce qui est drôle, c'est que personne, de mes connaissances, ne pourrait, si je ne dis pas que j'ai subi le harcèlement, j'ai vécu le harcèlement, personne ne peut dire. On me dit, mais tu es extraverti, tu es drôle, tu as confiance en toi, tu es bien dans ta peau, mais personne ne connaît les combats qu'on a à l'intérieur. Alors oui, peut-être que j'ai confiance en moi, certes, mais on est toujours son opposé, on a toujours son opposé. Il y a des situations où je n'ai pas confiance en moi. Il y a des situations où je n'ai pas envie d'aller en société. Il y a des situations où il faut me pousser à aller à un événement lié à la mode parce que je ne suis pas bien. Je me dis que je vais être confrontée aux gens. Et je sais que ça va bien se passer. Mais j'ai un peu cette phobie de la société d'être le centre. Non, déjà être le centre, être vu. Et quand les gens te posent des questions... C'est intrusif. C'est intrusif. Donc, il me faut beaucoup de courage pour aller à un événement social. Même si quand on me voit, parce que j'aime m'apprêter, bon, j'ai aussi confiance en moi, mais ça a créé une forme de phobie sociale.
Donc, quand je vais à un événement, je me pousse, je me force. Vraiment, c'est quand tu appuies sur ton cœur, tu dis, allez, tu vas le faire. Ouais. Tu vas le faire. Donc, Donc, tu as mentionné le sport? ah oui, le sport, ça m'a beaucoup aidé. Bon, le sport, ça a été thérapeutique. Et puis thérapeutique, donc ça nous fait du bien, on prend confiance en soi. Ça joue en fait ensemble, c'est... Comment tu dis mensana? Et corpore sano. Ah, mens sana in corpore sano. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Oui, mensana et corpore sano. Mais un esprit sano, c'est un corps sain. Ouais, Et puis le fait d'aller en thérapie, pouvoir exprimer, et puis aussi ouais, parce qu'aujourd'hui guérir, aussi... en fait, voir la petite fille en nous, ou le petit garçon. Et de soigner aussi, De soigner, protéger c'est un long l'enfant. chemin. Ouais, c'est un long chemin. Mais de juste pouvoir prendre conscience et de se dire I got you. Entre la thérapie que t'as eu, à laquelle tu as eu accès quand tu étais enfant et celle que tu mènes à ton âge actuel est différente parce que tu disais que voilà, c'était un espace où tu avais pu parler, mais finalement, tu n'as pas senti, tu n'as pas vu une grosse différence ou quoi, que c'était juste un espace de discussion. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, avec du recul, tu as cette possibilité d'explorer l'espace thérapeutique différemment. Bien sûr, c'est différent. Et puis j'ai l'expérience de la vie. Voilà. Et mon regard est différent. Donc non, ça m'aide beaucoup de pouvoir m'exprimer, tu vois, d'enlever cette charge émotionnelle. Ouais. Pour moi, c'est nécessaire. En fait, en disant ça, tu me fais écho à ce que des patients me disent. Et en fait, je vais dire spontanément un patient parce que c'était la première fois qu'il consultait quelqu'un de sa vie. Genre, les quelques-uns comme ça qui consultent jamais, mais il y a des moments existentiels, ils vont aller consulter. Et le gars, il s'est approprié l'espace. Donc, il a parlé, partagé. C'était vraiment un échange vraiment nourrissant, tu vois. Et à la fin, je crois que c'est la première fois qu'à la fin de la première rencontre, quelqu'un me dit, et qui me remercie chaleureusement. En fait, il me remercie chaleureusement. Il était super... en fait, très, très content, très satisfait d'avoir partagé ce moment. Il dit d'avoir trouvé cette liberté, cet espace où il peut exprimer ce qu'il a à l'intérieur de quelqu'un qui n'est pas dans sa vie quotidienne. Ouais. Donc un endroit où en fait ça change d'habitude, où il a cette liberté de pouvoir être à l'aise et de parler. Et c'était vraiment adorable parce qu'il dit « Je peux dire des gros mots ? Allez-y !» Ouais, Sentez-vous libre. Ouais. Et en fait, tu vois qu'il s'approprie et il s'exprime. Ouais. Et c'est, rien que ça est thérapeutique. Ouais. C'est vraiment se réapproprier ses idées et ne pas avoir peur de maintenir des idées en soi. Et pour terminer, comme ça, il faut prendre conscience de qui on est. Il ne faut pas se déterminer par rapport aux autres. Il faut se dire que nous, on est notre propre planète et les autres, c'est des bulles, c'est des astres autour. Donc, on décide de brancher une autre planète à nous, si on a envie, et puis de détacher une autre. Mais nous, on est déjà dans notre propre planète. Et les autres, ils sont vraiment accrochés à nous, mais on peut à n'importe quel moment les débrancher, mais ça ne change pas qui on est, notre essence. Donc, on ne se détermine pas et prendre conscience et de vivre pleinement qui on est et de se dire, vraiment de se dire, c'est pas grave si je corresponds pas aux autres, les valeurs des autres ou leur mode de vie, de pas rentrer dans la boîte. Ouais. Pas grave, la boîte elle est très petite, il faut en construire une plus grande. Exactement, l'environnement. Et moi, voilà, changer. Et moi, je n'ai jamais voulu. C'est pour ça que peut-être ça m'a valu ce que ça m'a coûté par le passé. Je n'ai jamais voulu vivre ma vie selon le regard de l'autre. Quitte à me mouiller, à me prendre des critiques, quitte à ne pas à être la personne pointée du doigt. Le mouton noir. J'ai toujours, le mouton noir, voulu être fidèle à moi-même, d'être alignée à moi-même. Donc j'ai pris des risques. J'ai pas pris dans un cadre familial, je n'ai pas suivi le schéma classique. Mais je suis heureuse de n'avoir jamais suivi le schéma classique parce que c'est ce qui a fait qui je suis. C'est là où tu te retrouves le mieux, finalement. C'est ce que je me retrouve le mieux dans mon propre schéma à moi. Ta propre vision du monde, etc. Exactement. Ouais. Et elle est bonne, ma vision du monde. Et celle des gens aussi, elle est bonne. Peut-être qu'elle ne correspond pas à la mienne, mais c'est pas grave. Ouais, et c'est ça que je dois me dire.
pas grave si je ne corresponds pas aux idées des autres. Je ne veux pas corriger leur vision, c'est la leur. Ce n'est pas moi. S'ils pensent que quelque chose ne va pas chez moi, eh bien, c'est leur idée de moi. Ce n'est pas qui je suis. Et je ne suis pas responsable de leur idée. Moi, je suis responsable que de la mienne. Et donc, j'agis en conséquence. Et il faut être responsable de ses actions. Il faut acknowledge. Tu vois, prendre responsabilité savoir, et affirmer sa voix dans le respect. Est-ce que tu penses que notre podcast et cette conversation et mon vécu, le tien, va pouvoir aider? Je pense que oui, parce que c'est un peu comme quand on regarde un film. Sauf que là, pour ceux qui sont sur YouTube, ils verront de l'image. Et puis ceux qui écoutent en podcast, ils vont créer d'eux-mêmes les images en tête. Et à certaines situations, ils vont eux-mêmes les créer. Et puis à toi qui es en train de nous écouter ou de nous regarder, y a peut-être des situations que tu as vécues qui peuvent émerger. Sache qu'on a cherché dans nos tripes. On a mis l'émotion et la cognition, vraiment dans tous les recoins. Sache que, en fait, ce qui est super important que j'ai envie de préciser maintenant, et je vais aussi rebondir sur ce que tu disais, c'est que on n'est pas seul. Déjà, cette phrase, on n'est pas seul. Qu'on soit harceleur ou harcelé, il faut se remettre à un moment donné en question quand on est surtout harceleur. Parce que c'est souvent automatique quand on est harcelé. D'oser franchir le cap, d'aller chercher de l'aide, même quand on est harceleur. Voilà, de savoir pourquoi on a envie de faire du mal aux autres. Qu'est-ce qui m'amène à agir comme ça? Se poser cette question, qu'est-ce qui ne va pas, entre guillemets, chez moi? Pourquoi je vais faire du mal aux gens? Pourquoi cette personne en question? Est-ce que je l'aime bien, finalement, et que je l'exprime par de la haine? Après, ça peut être une question, on va dire, entre guillemets, secondaire. Parce que souvent, c'est pas c'est pas ultra personnel. On n'attaque pas quelqu'un parce qu'il est hyper souriant. On attaque quelqu'un parce qu'en fait, on a une vie... on a une vie de merde, voilà. Et on n'est pas entendu à la maison. Ça nous irrite parce qu'on ne connaît pas ça et ça nous frustre. Ou bien, c'est parce qu'il y a des enfants aussi qui reproduisent un schéma. Et donc, à la maison. Ils reproduisent ce qu'ils savent. Exactement. C'est comme des enfants, ils reproduisent, donc, comme tu dis, ce qu'ils savent. Et donc, ils sont habitués à voir leurs parents frapper. Alors, ils vont frapper aussi. Et ils ne connaissent que cette émotion de frustration, de colère. De ne pas s'exprimer. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment toujours aller oser parler, qu'on soit témoin, harceleur ou harcelé. En tant que parent, en tant qu'adulte, quand on est témoin de quelque chose, il faut réagir. Il faut réagir. Faut pas rester les bras croisés. Si l'école vous dit s'il vous plaît, non. Sinon, ça va mettre en lumière les failles de l'école, du système. Oui, ça met en lumière les failles du système, inévitablement, mais surtout, ça ne protège pas le harcelé. Et en plus, ça met en posture le harceleur de pouvoir recommencer. Ah oui, si c'est pas lui, ce sera une autre personne. Voilà, et voilà, même si c'est pas lui, c'est une autre personne. À un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie. Exactement. Et en fait, tu avais utilisé une belle image avec les planètes. Oui. Moi, j'utilise la même image, mais en termes d'atomes et d'électrons. Voilà. Avec mes patients, ça m'a vraiment fait sourire parce que j'utilise la même image. C'est tu es le centre de ton monde. Exactement, tu es le centre de ton monde et personne d'autre. Et si quelqu'un te dit tu te sens pour le centre du monde, oui du mien. Du mien, et tu n'en fais pas partie. Tu payes pas mes taxes, hein. Voilà, donc, tu me donnes pas du pain. Exactement, tu payes pas mes factures, tu ne m'habilles pas. Donc oui, je suis le centre de ma vie. Et si j'ai envie que tu sois dans la mienne, c'est bien, je te rajoute. Voilà. Mais sinon, basta. Et c'est ce que je leur dis aussi, c'est quand tu as un atome, ça rejoint totalement ton image des planètes. Quand tu as un atome, donc tu as des... J'avais évidemment le des mot. branches. Oui, tu as les électrons, mais je veux dire, tu as les... Je l'avais le mot, c'est un scandale, il m'échappe. Enfin bon, bref. C'est normal dans l'émotion. Tu as les niveaux, donc tu as les électrons les plus proches, et puis ceux qui sont derniers. Et puis il y a sur le dernier cercle, ça me travaille l'esprit. Et il peut y avoir un électron libre qui part, qui revient, etc. On peut avoir une vie... Notre vie est... Dans sa complexité, la même chose que le déroulement dans l'existence d'un atome, en fait. C'est tout ce qui est dans l'univers se reproduit de manière différente, mais dans les profondeurs identiques. Un atome, il est au centre, il y a les nucléons, les électrons, bref, on va loin dans l'image. Notre vie, c'est pareil. On est le centre du monde. La famille est ce qu'il y a de plus proche.
Et puis, il y a les amis, le monde professionnel. Nuclear family. Et en puis, il anglais. y a ceux qui partent, ceux qui reviennent, ceux qu'on rencontre. Mais c'est pas grave s'ils partent. Et c'est comme ça. Il y pas la fin du a monde. un échange parce qu'on va se lier à d'autres personnes, qu'un électron va partir, parce qu'on va se retrouver dans un contexte, qu'un électron va venir, etc., etc. Et puis rien n'est gravé dans le marbre, les choses sont circulaires. Si un jour ça va pas, si aujourd'hui ça ne va pas, ça ne veut pas dire que ça va demain, ça sera pareil. Exactement. Chaque jour est une opportunité d'essayer de changer à son échelle Tout à le fait. cours de sa vie, et c'est pas un cliché, c'est le cas. Il faut estimer que chaque journée est une journée, une page vierge, et que c'est toi qui décides ce que tu vas mettre dedans. Et j'ai envie de mettre l'accent vraiment sur la morale de l'histoire pour aujourd'hui. On peut être heureux, on a vécu ça. Et surtout La résilience. de miser sur soi. Toujours se Miser choisir. sur soi, ne pas choisir les autres. Pas dans l'égoïsme, mais parfois c'est bien d'être égoïste, mais c'est De se protéger, en fait, de oui. protéger sa santé mentale. Sa tranquillité. À partir du moment où ça coûte Ton la état- tranquillité, C'est trop c'est cher. trop cher. Bah, C'est il a trop cher. Non. Si ça te coûte Ça ta n'en vaut pas la tranquillité, peine. ça n'en vaut pas la peine. Parce que si c'est pour dormir dans le stress, ben en fait, ne dors pas, mais alors moi je préfère ne pas dormir parce que je m'amuse, Voilà. parce que je fais des trucs qui me nourrissent finalement. T'écoutes de la plutôt musique, tu prends un bain, que tu de te fais ne un pas bon dormir plat. parce que j'ai un tracas inutile, parce que je laisse quelqu'un avoir du pouvoir sur moi, parce que je laisse Te quelqu'un... voler ta joie. Exactement. Qui a le pouvoir, le Oui. monopole de voler ta joie? C'est un cambrioleur, il vient. Tu penses que n'importe qui peut te cambrioler? Tu crois venir chercher Viens, je cherche avec toi ma joie. Non, tu penses, qu'est-ce que ça fait de laisser quelqu'un venir dans sa vie et de nous prendre ce qu'on a de plus cher? D'essayer de prendre? Non. Donc voilà. Est-ce que l'important- toi, tu laisserais ta fille se laisser prendre Mais sa joie? Non, bah, tu te jamais. protèges jamais, de toute façon. Exactement. Mais donc voilà, vraiment l'accent sur le développement personnel, le développement des compétences émotionnelles et des compétences sociales, savoir interagir avec les gens, savoir mettre des limites avec des gens, respecter. Important, setting boundaries. C'est mettre des limites et respecter aussi les limites des autres. Et se mettre, oui, voilà. Ça Se va mettre dans les des deux limites sens. soi-même, c'est se protéger. Exactement. Bah oui. Et tout à de fait. s'identifier à ses valeurs et principes. Et de les garder comme repères. Voilà, c'est ça qui protège. Parfois, c'est vrai qu'il y a aussi, en évoluant, il y a des confrontations avec d'autres réalités et on se met... Mais tu peux être moi, je suis comme flexible ça, aussi, voilà. mais tu le choisis. Exactement. Tu ne le subis C'est pas. qu'il y a des moments où on peut avoir des situations où on est invité à se remettre un peu en question. Changer de perspective. Voilà, parce qu'il faut évoluer aussi. On ne va pas toujours rester sur les mêmes habitudes, les mêmes réflexes, mais on a des valeurs qui sont sont vraiment nucléaires, sont ancrées, sont en profondeur. Mais après, tout le reste va évoluer. Et on va terminer sur une belle phrase que adore dire. Tofu. Le tofu. On va la traduire en français. Parce qu'on le dit souvent en anglais. On le dit en anglais. Ouais, Parfois, voilà. En fait, c'est le cerveau est comme le tofu. Ce serait bien si j'arrive en post-prod à mettre une chanson dans un temple. Le tofu. Le cerveau est comme le tofu. Oui. Il devient Ce que vous mettez dedans. dans la marinade. Voilà, ce que vous mettez. Moi, je dis dans la marinade. Voilà, parce que ça. c'est ce que Alors vous en mettez dans anglais. On va recommencer parce Ouais, que c'était éclaté ok. au sol. Alors, le cerveau est comme le tofu. Il a le goût, il prend le goût et devient ce que vous avez mis dans la marinade. Alors faites attention Ok. à ce qu'il y a The dedans. brain is like tofu. You get out what you put in. So pay attention to the ingredients that you put in. En anglais, c'est tellement mieux. Ouais. You get out what you put in. En gros, on va refaire une petite troisième fois. Le cerveau, c'est comme le tofu. C'est toi Tu qui choisis la obtiens- marinade, tu obtiens ce que tu mets dedans. Elle a deux doigts on a le côté oriental qui Ouais, c'est sort. ça. Mais pour dire, tu choisis tes ingrédients et personne d'autre. Si tu laisses quelqu'un mettre des ingrédients à ta place, il aura le goût de son. Tu auras l'amertume de son citron. Exactement. Mais Ce voilà. sera selon son goût et pas au tien. Et tu vas pas manger quelque chose qui n'est pas à ton goût. Voilà, Est-ce que tu manges un plat fait- dégueulasse? Non. Non. I don't want extra salt. J'ai No. pas envie de plus de sel. Moi, je mange sans sel. No bitterness, please. Enfin voilà, on a fait Tu es ton un joli propre chef. un petit podcast. On est fait notre propre chef. On a voulu terminer sur une belle citation qui est devenue un... Motto. Et sur ce,
À la prochaine fois. À la prochaine. Donc là, on a fait aujourd'hui sur le harcèlement scolaire suite à une question. Alors franchement, Prenez soin de vous. je vous invite à m'écrire vos questions, à réagir dans les commentaires, à donner votre opinion, partager votre vécu. Et comme l'a dit à l'instant, prenez soin de See you vous. next time. Ciao! Ciao.